la Bibliothèque nationale de France. La 4e édition du cycle des débats au cœur de la science est l'occasion d'explorer des territoires encore peu ou mal connus. Cette séance vous invite à décoller pour la planète Mars, prochaine étape de la conquête spatiale. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce petit auditorium de la BNF. Merci à vous tous et toutes qui êtes venus, nombreux. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de la BNF pour ce nouveau débat, le 3e, au cœur de la science, dans le cadre de notre cycle consacré à l'exploration qui va nous entraîner ce soir jusque sur la planète Mars. Carrément. Pourquoi et comment Mars s'est imposé d'abord dans notre imaginaire, puis dans la réalité de l'aventure spatiale comme la planète de toutes les explorations, voire l'ultime conquête que nous raconte cette planète rouge dont le passé ressemble à celui de notre Terre. C'est aujourd'hui, grâce aux robots Curiosity et Perseverance en pleine activité actuellement sur Mars, comme vont nous le faire partager nos intervenants et intervenantes, tous très impliqués dans les missions martiennes, passées, présentes et à venir. On en apprendra un petit peu plus aussi quant à y envoyer des humains, par contre, même depuis une base lunaire, comme le fantasme beaucoup et comme essayent de le faire certains acteurs, privés ou étatiques. On est loin d'y être. Y serons-nous un jour? Pas sûr de trancher toutes ces questions ce soir avec nos intervenants, mais franchement, je voudrais vous dire que vous avez beaucoup de chance, car sont réunis autour de ces deux tables 3 des meilleurs spécialistes français de Mars, à commencer par vous, Francis Rocard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien au CNES, où vous êtes le responsable des programmes d'exploration du système solaire, éminent spécialiste de la planète rouge, à laquelle vous avez consacré beaucoup de vos recherches et plusieurs ouvrages. On peut citer le plus récent, Dernières nouvelles de Mars. Vous suivez actuellement les missions de l'ESA, de la NASA, les agences spatiales européennes et américaines. Et vous nous avez même amené, je vois ce petit objet, ce petit tube, qui va servir à quoi, qui est exactement celui qui est sur Curiosity ou Perseverance pour ramener des échantillons. Voilà, c'est une copie à l'échelle 1 de l'un des tubes qui est actuellement sur Perseverance. Donc Perseverance en a 40 à bord et ces tubes sont remplis par cette partie-là. On fait des petites carottes dans le sol, on met l'échantillon, on met un bouchon, et ensuite il est plugué sous la caisse de Persévérance pour les stocker. Et à un moment donné, et ça a été fait une fois, il y en a une dizaine qui ont été posés au sol. Parce que si les tubes sont sous Persévérance, on ne peut pas les récupérer. Par contre, si on les pose au sol, on peut aller les prendre avec un autre robot envoyé plus tard. Donc il y en a une dizaine disponibles. Sur le sol de la planète Mars. Sur le sol de la planète Mars. Mais la mission n'est pas terminée, on va en parler, mais il y a des soucis actuellement pour la suite. Pour ramener les échantillons, justement, des soucis plutôt financiers. On va en parler avec vous aussi. Bonsoir Sylvestre Maurice. Bonsoir. Alors, merci d'abord d'être là, malgré la grève d'avion, d'avoir pris un train et d'être arrivé finalement depuis Toulouse. Alors, c'est pas Mars, mais presque finalement. C'est à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse que vous êtes quotidiennement, Sylvestre Maurice, en lien avec Mars, plus exactement avec le robot Perseverance, dont vous êtes, on peut le dire comme ça, un peu les yeux et les oreilles. C'est vous qui dirigez la caméra chimique Chemcam de Perseverance, qui l'a piloté quand même côté français, depuis Toulouse. On est nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes un de ceux qui l'a piloté, en tout cas depuis Toulouse. Alors, quelles nouvelles de Persévérance avez-vous eu aujourd'hui ou hier? Je vais vous raconter ça. Persévérance, c'est son petit bonhomme de chemin. Elle remplit, comme Francis l'a dit, ses échantillons. Roule, grimpe, visite. Et tout se passe très bien. On a déjà fait, j'ai mon petit cahier déjà 26 km dans un cratère qui s'appelle G0 et qui est absolument fascinant. Vous nous en direz plus. Bonsoir Caroline Fraissinet. Bonsoir. Alors vous êtes exobiologiste, exochimiste au LATMOS, le laboratoire mixte atmosphère et observation spatiale du CNRS à Guyancourt. Vous collaborez à plusieurs missions spatiales, dont on en parlera peut-être si on a le temps. La prochaine mission Dragonfly qui va être envoyée sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Mais pour ce qui est de Mars, qui nous concerne aujourd'hui, vous analysez actuellement les données du robot Curiosity qui est toujours en activité depuis 12 ans au fond sur Mars. Alors tout va bien pour C'est ça, toujours en activité
depuis 12 ans. Alors, il est souvent confondu avec Persévérance, hein, parce que c'est la même structure finalement. Les deux rovers, ils ont des charges utiles scientifiques très très différentes, puisque Persévérance va ramener des échantillons, des futures missions vont ramener les échantillons de Persévérance. Curiosity reste sur place, ne ramène rien, donc les instruments vont faire des analyses autres sur place. Et après 12 ans, Curiosity a un petit peu d'arthrose, hein, faut pas se leurrer, les roues, elles ont des trous, si vous regardez les photos, c'est assez joli d'ailleurs de voir ça. Mais ce qui est impressionnant, c'était une mission qui était prévue pour 2 ans. Au bout de 12 ans, elle fonctionne extrêmement bien. Quasiment tous les instruments sont encore à leur fonctionnement presque maximal. Alors, on a un petit peu moins d'énergie, donc on doit sauver un petit peu certaines activités, mettre un petit peu plus de temps en temps. Mais après 12 ans sur Mars, dans des conditions extrêmes, des températures très froides la nuit, chaudes la journée, donc vraiment qui vont bien abîmer nos instruments. C'est impressionnant de voir comme la technologie a été bien faite et comment Curiosity fonctionne extrêmement bien et nous ramène plein de science. De l'intérêt d'avoir donc des robots, des rovers. On va retrouver Curiosity et Persévérance sur le sol martien. Mais on va commencer, comme c'est la coutume ici, par un petit retour en arrière dans notre imaginaire martien. C'est la tradition d'ouvrir sur un document issu des trésors de la BNF. Et nous avons choisi, comme point de départ de notre discussion, un document qui vient d'être numérisé et mis en ligne dans la bibliothèque Gallica. Vous le voyez, sur les autres mondes, du pionnier de l'illustration spatiale, Lucien Rudeau, paru en 1937 chez Larousse, dans lequel Lucien Rudeau renverse un peu les perspectives. Il se donne pour programme de représenter ce qu'un touriste verrait s'il se promenait sur la surface de la Lune, de Mars ou d'un satellite de Jupiter. Francis Rocard, Lucien Rudeau est presque de votre famille, un grand-père par alliance, et vous nous avez aussi fait parvenir cette image de lui-même, de Lucien Rudeau, derrière son télescope. Derrière sa lunette secrétant. Oui, il se trouve que le hasard de la vie fait que mon grand-père a fini sa vie avec la femme de Lucien Rudeau, parce que Lucien Rudeau était décédé en 1947. Grand-père qui était physicien. Mon grand-père physicien. Et donc j'ai baigné dans l'univers, moi étant astrophysicien, évidemment, je m'intéressais beaucoup à Lucien Rudeau, je posais des questions à Marie-Louise Rudeau, sa femme, et j'ai retrouvé quelques archives chez eux, notamment il faisait ses conférences sur des plaques 6-9 mais en verre qui peignaient, c'était assez sublime. Et vous voyez ses talents de dessinateur. Voilà, magnifique, là, il dessine le cratère Clavius sur la Lune. Avant, vous l'aviez vu devant sa lunette secrétant. Je me suis souvent posé la question de qu'était devenue la lunette. On m'a dit qu'elle était au Maroc, mais je crois qu'elle a été définitivement perdue. Et alors ça? Oui, alors ça c'est étonnant. Ça il a également fait quelques dessins de l'imagination de ce que pouvaient être des extraterrestres. Et je vous en ai apporté qu'une, mais il y avait ce monsieur qui a un chapeau là, qui se promène dans la montagne et qui a, 6 pattes. Il y en a d'autres qui ont 4 bras, d'autres qui ont des lumières partout. Enfin voilà, il imaginait les extraterrestres, comment ils pouvaient exister. Mais peut-être que la force de Lucien Rudeau, j'ai un t-shirt là, je sais pas si la caméra peut je vous l'ai ramené. Bon, il date de 2011 et ma fille l'a beaucoup mis, hein, donc il est un peu passé. Mais il date de 2011. C'était un workshop sur le space art, ce qu'on appelle en anglais le space art. L'art spatial. C'est-à-dire ce qu'on appelle des vues d'artistes. Et il y a écrit Rudeau's Live en bas. Ah ouais, c'est vraiment le pionnier de cette. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait un autre logo de 82. Pareil, il y avait écrit Rudeau's Live dans un workshop. Donc, il est considéré aux États-Unis, il est très peu connu en France, mais il est considéré comme le père du space art dans le monde. Il y a une autre personne, s'appelait Chesley Bonestell, qui est très connu dans ce domaine. Alors là, les Américains, tout le monde le connaît. Mais voilà, Lucien Rudeau a une petite réputation, et c'est ce livre sur les autres mondes qui est son livre majeur, où comme il est d'une famille de peintres, fils de peintre, il avait son observatoire à Donville-les-Bains, au bord de la Manche, donc là où il y a cette lunette que l'on voit. Et donc il observait, il dessinait, vous avez vu le cratère Clavius, mais parfois il imaginait, il se posait sur la surface de la Lune,
ou sur la surface on avait une image probablement de ce qu'il imaginait être Titan. À l'époque, on savait pas qu'il y avait une atmosphère. Et voilà, non, ça c'est Mars vu de Phobos. Oui, c'est ça. Voilà, il s'imagine sur Phobos et il dessine avec la proportion de la distance de Mars par rapport au satellite. Et voilà, et il nous donne ce type d'image. Donc ça n'avait jamais été fait auparavant parce que Camille Flammarion était un peu il avait beaucoup d'imagination et c'est pas lui qui illustrait. Les illustrations étaient complètement fantasques. Il voyait la vie partout. Camille Flammarion, sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, il y avait des habitants partout. Lucien Rudeau était beaucoup plus. C'était vraiment un astrophysicien. Il ne croyait que ce qu'il voyait et voilà. Donc, par contre, c'est l'époque des canaux martiens. Souvenez-vous, on est fin 19e, début 20e et il a peint des espèces de reflets sur Mars. Donc il mettait les choses un peu là, il était un peu entre les deux en disant après tout il y a peut-être un peu d'eau liquide sur Mars. Justement, j'aimerais bien avoir l'avis des spécialistes qui sont comme Sylvestre Maurice ou Caroline Fraissinet qui sont sur Mars grâce au rover. Qu'est-ce que ça vous inspire ces images et cette image notamment Mars vu de la surface de son premier satellite? Ah, ça c'est cool, c'est mieux que ce qu'on fait. Hein. Bon, attendez, on s'est jamais posé. Alors Phobos. Toi, t'as connu Phobos. Phobos, lune. J'ai connu Phobos en 88, oui, avec une mission soviétique qui s'appelait Phobos 88 et qui devait survoler Phobos à 50 mètres d'altitude, envoyer des petits atterrisseurs. Malheureusement, la mission a été perdue avant cette phase critique, probablement une éruption solaire qui a torpillé l'électronique de bord et la sonde est partie en vrille. Mais il y avait un instrument précurseur qui s'appelait ISM, précurseur d'autres instruments infrarouges, qui est une grande spécialité française. Et donc on avait eu le temps d'observer dans l'orbite de Phobos, c'est-à-dire plutôt équatoriale, déjà de la minéralogie de Mars par cet instrument ISM pendant à peu près 3 mois. Avec des conditions d'opération à la soviétique, c'est-à-dire que vous deviez attraper dans un couloir un monsieur, on dirait voilà la télécommande, un petit bout de papier déchiré sur un coin de table, c'était la télécommande pour observer tel site sur Mars à l'orbite suivante. C'était incroyable. Bon, ça a bien changé, oui, je pense. Oui, je pense c'était pas ta thèse, Francis? Comment? C'était pas au moment de ta thèse, tout ça? Oui, si, c'était au milieu de ma thèse. Oui. Voilà. C'est pas le sujet de ma thèse, mais effectivement. Milieu. Et donc, après, on a oublié un peu Phobos. On l'a toujours regardé. Et il se trouve que là, on a une mission mission japonaise, qui s'appelle MMX, qui va aller sur Phobos et qui va, dont la France participe avec un bel instrument qui s'appelle MIRS, et puis avec un petit rover. Qui a fait entre les Allemands et les Français ensemble. On a fait un tout petit robot, assez mignon. Et tout ça, je pense qu'on aura 7 vues, à peu de choses près. On comparera là au moment, c'est-à-dire le robot sera à la surface. D'ailleurs, c'est une mission qui revient. Les Japonais sont des fans des retours d'échantillons. Ils l'ont déjà fait avec les missions Hayabusa 1 et 2. Et là, ils vont le faire avec MMX. Et je pense qu'on devra avoir 7 vues. On en reparlera. Mais c'est bon, hein, c'est très bon. Alors, il y a un problème d'échelle quand même. Normalement, il y a la courbure, on devrait l'avoir un peu. Oui, on voit ah oui, ça devrait être plus courbé. Et Caroline Fraissinet, parce que là, ce sont des dessins. Aujourd'hui, on a des images. Enfin, c'est récent quand même d'avoir des photographies. Les photographies, c'est vrai, de Mars. Alors déjà, je voudrais dire, moi, ça m'inspirait exactement la même chose que vient de dire Sylvestre, qu'avec MMX. Donc le petit rover, il s'appelle Idéfix. Il est tout mignon. Et donc Idéfix prendra peut-être cette même photo. Donc vous voyez, on a eu la même idée par rapport à cette image qui date donc de 1937. Et donc dans les années qui viennent, on aura peut-être une photo similaire. Et c'est vrai que les images réelles de Mars, c'est le début de l'exploration spatiale. Ce sont les sondes Mariner 4, qui a été la première sonde à prendre des vraies photos de la surface de Mars en survolant. Avant, on avait uniquement des images depuis la Terre, qui étaient avec une très mauvaise résolution quand même. Donc on pensait qu'il y avait des canaux qui avaient été construits par des extraterrestres pour irriguer les différents environnements martiens à partir du nord, etc. Enfin, c'était assez imaginatif et on était persuadés jusqu'aux premières photos martiennes qu'il y avait de la vie sur Mars, qu'il y avait même de la vie développée, intelligente, peut-être même des villes, qu'on allait être visité par des extraterrestres. C'était dans la croyance populaire que les Martiens existaient. Jusqu'à cette première mission 1964, donc c'est quand même récent, Mariner 4.
qui a pris des photos de la surface de Mars en le survolant, et ça a été un petit peu la douche froide, parce que un petit peu un désert assez peu propice à la vie qui a été démontré par cette mission. Et ça a mis un peu de plomb dans l'aile finalement, à la fois du plomb dans l'aile dans le programme martien, mais aussi ok, il y a peut-être pas de ville d'extraterrestres qui se déplacent avec des voitures volantes un petit peu partout, mais il y a peut-être quand même des petites bactéries, qui sait. Donc allons voir un petit peu plus loin, et donc on a eu une mission suivante qui a atterri sur Mars, qui s'appelait Viking en 1976, qui était une mission de recherche de biologie, donc recherche de vie sur Mars, et ça a été la seule mission jusqu'à aujourd'hui dans tout le système solaire qui a recherché des traces de vie quelque part dans le système solaire. Depuis, on recherche beaucoup d'autres choses, l'eau, l'habitabilité, est-ce que les conditions sont propices à ce que la vie apparaisse, etc. Mais il n'y a aucune mission depuis Viking en 1976, nulle part dans le système solaire, qui a fait des recherches directes de traces de vie. Parce qu'on pense que c'est beaucoup trop tôt de commencer comme ça, qu'il faut chercher des briques élémentaires. Voilà, en fait, c'est plus que pour rechercher la vie, il faut connaître le contexte de l'environnement. On s'en est bien rendu compte avec les missions Viking qui avaient pas les bons instruments, parce qu'on ne connaissait pas la surface de Mars. La surface de Mars est très oxydante, et les instruments de biologie qui étaient à bord de Viking ne s'attendaient pas à une surface oxydante du sol martien. Et quelle que soit la présence de vie ou l'absence de vie à la surface de Mars, les instruments de Viking donnaient des résultats positifs de toute façon à cause de la présence d'oxydants dans le sol. Donc les instruments n'étaient pas adaptés à la recherche de vie sur la planète Mars, parce qu'on ne connaissait pas le contexte de Mars. Donc à partir de là, on doit suivre un programme d'exploration avant de pouvoir rechercher la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les autres corps et sur Mars, on est plus dans les prémices de la recherche de vie. Donc on recherche d'autres éléments, on essaye de comprendre tout le contexte de Mars. Et puis après c'est la même chose pour les autres corps du système solaire, mais là on est focus sur Mars aujourd'hui. Et donc on va rechercher les différents éléments de contexte, d'habitabilité, de préservation, etc., avant de pouvoir aller rechercher la vie. Sylvestre Maurice, c'est comment sur Mars, justement Quelle heure il est sur Mars? Une question plus facile. Non, t'as l'heure sur Mars en question. Là. Ouais. Mais décrivez-nous peut-être un peu. Non, alors, Mars... je veux revenir sur ce qu'a dit Caroline, cette Caroline-là. Il y a Viking a été une belle leçon d'humilité pour les scientifiques. En plus, c'était des grands scientifiques. J'appelle ça un coup de poker. Ouais. C'est un pari, quoi. Ils ont c'est un pari perdu. Et là, il y a eu 20 ans d'arrêt. Oui, voilà. Tellement perdu que ça nous a plombé pendant 20 ans. Donc, faut pas faire ce genre de pari trop souvent. S'il eût été gagnant, c'est extraordinaire. Il est perdu, là, on en a pris pour 20 ans. Ouais. Donc, et Caroline a très bien dit, il faut reprendre les choses dans le bon ordre. Donc, le bon ordre, c'était de redécouvrir Mars. Mars telle qu'elle est, une planète très minérale. Vous savez, avec ses couleurs orange, ce ciel lui-même orangé, là, on le voit bien avec Curiosity. Un ciel de gaz carbonique, mais très peu de pression. Vous savez, c'est très ténu, c'est 1/150e de la pression terrestre. Alors, c'est pas beaucoup de pression, mais ça suffit pour faire voler quand même un engin. Au moins, on l'a prouvé. Ça s'est fait. Une planète, surtout, où il fait froid. Alors, ici, en ce moment, on dit qu'il fait froid la nuit, mais là-bas, les nuits sont froides. On perd facilement 80 degrés entre le jour et la nuit. On arrive à moins 10. On est déjà arrivé à 0. Hein, mais on est arrivé à positif. Ouais, une fois. À l'été, à l'équateur. 15 août à l'équateur. De mars. 15 août à l'équateur martien. Non, il fait la nuit. En général, le jour, il fait moins 10. La nuit, là où sont nos rovers dans la partie plutôt autour de l'équateur, on a moins 80 la nuit. Donc, les nuits sont froides. Il y a peu d'atmosphère. Si vous mettez une bouteille d'eau comme ça à la surface, ça viendra de la glace instantanément. C'est-à-dire ce qu'on appelle la thermodynamique. Les conditions de pression et de température font que l'eau liquide n'est pas possible. Alors ça, c'est un vrai problème parce que toutes les ensuite, photos... la glace va se sublimer. Oui, après elle va passer directement de l'état de glace à l'état de vapeur. Et c'est un vrai problème parce que quand on regarde ces photos qu'on a vues depuis post-Mariner, au début, c'était pas terrible. On voyait des cratères partout, on a raffiné, puis on a commencé à voir des traces d'écoulement.
Et là, tout le monde a dit, mais il y a de l'eau liquide puisqu'il y a des traces. Il y a des traces morphologiques de la présence un jour d'eau liquide. Il y a même des traces minéralogiques. Ça, c'est venu plus tard. La génération des instruments dont Francis a parlé, infrarouge, particulièrement en France. Et un instrument qui a montré que la roche avait été transformée par l'eau liquide. Globalement, vous preniez un basalte un peu volcanique et puis vous le mouillez pendant beaucoup d'années et ça devient une boue. Une boue dont on voit la signature. Et donc, on a des évidences comme qu'il y a de l'eau liquide, mais évidemment, il n'y a pas d'eau liquide puisque c'est pas possible d'un point de vue physique. Et donc, on a très vite compris qu'on avait un peu deux planètes. Une planète d'aujourd'hui, qui était une planète qui était extraordinairement sèche, qui était froide, et puis une planète d'hier, une planète où il y avait probablement une atmosphère plus dense. Et cette atmosphère, c'était du CO2. Alors, les atmosphères plus denses de CO2, on sait très bien ça, malheureusement, c'est un truc qui nous guette au coin de la rue. Pas à ce point-là, mais ça va créer un effet de serre. Mais là, l'effet de serre permettait d'avoir de l'eau liquide. Et donc, on a compris qu'on avait une planète d'aujourd'hui, qui est peut-être pas fascinante. On n'est pas sûr qu'il s'y passe grand-chose. Et une planète d'hier, alors on est en train de travailler sur la charnière entre le hier et aujourd'hui, qui devrait tourner autour de 3,5 milliards d'années à peu près. D'accord. Hier, c'est 3,5. Ah ouais, nous, c'est pas du hier, c'est du hier géologique. Hein. Minimum. Au bas mot. Et donc une planète d'hier qui était beaucoup plus intéressante. Et alors, de toute cette nouvelle vision finalement de ces deux planètes Mars, ou d'une planète à deux visages, puis il y a plein d'autres choses qu'on a découvert sur les volcans, sur des fractures, sur les calottes polaires. Et c'est je sais pas combien on est de scientifiques qui étudient Mars, mais on va se réunir cet été, tous les 5 ans, on se réunit une fois tous ensemble. Et donc, c'est un petit monde de scientifiques, mais il y a beaucoup d'études. Hein. Il y a plein de découvertes extraordinaires. Mais quand on a découvert ce Mars à deux visages, on s'est dit, mais est-ce que, et comme l'a dit Caroline, est-ce que c'est vraiment décevant ? Pourquoi pas ? Parce que quand on allait dire, oui, on va chercher la vie sur Mars. Ouais. Et en fait, on a essayé de trouver une façon intéressante de le formuler. Et la façon intéressante est dans la comparaison par rapport à la Terre. C'est ça. C'est-à-dire que vous savez, les planètes ont toutes le même âge. 4,56 milliards d'années, je peux vous le faire à quelques millions d'années près, mais on a tous le même âge. Aujourd'hui, c'est 0, puis il y a 1 milliard d'années, il y a 2 milliards d'années, on peut remonter comme ça jusqu'à 4,56. Nous, on a une planète hyperactive. Une planète, alors la vie, il y a de l'eau liquide qui est restée depuis le début, et puis il y a de la vie qui va se développer, qui va se construire, et qui va rester dans l'eau, puis quand même qui va sortir de l'eau il y a 500 millions d'années, mais je veux dire, c'est un processus très lent. Malheureusement, sur Terre, on n'a pas la mémoire de cette histoire. Pourquoi ? Parce que la Terre a beaucoup de tectonique, elle a beaucoup d'érosion, elle a beaucoup elle est active et elle a effacé cette mémoire. Alors que donc c'est l'inverse sur Mars. L'inverse, on a probablement le même démarrage sur Mars. Et puis au bout d'1 milliard d'années, comme je viens de le dire, tout s'arrête, tout se fige. Et donc on a compris depuis cette époque viking que finalement Mars était peut-être le miroir de ce que fut la Terre. Alors, ça a beaucoup divergé, mais à une époque où elle ressemble à la Terre et s'est figée dans son passé. Et donc, c'est un peu la thématique de Mars, c'est recherche des traces de vie, comme l'a très bien dit Caroline, d'une vie du passé, un peu à l'image de ce qui a pu se passer sur Terre, mais qui s'est figé sur notre planète, dont on a oublié cette mémoire. Francis Rocard. Oui, il y a eu la conséquence de Viking, parce qu'encore une fois, on revient à cette mission qui recherche la vie vivante actuelle sur Mars en surface, qui aboutit à un fiasco scientifique. Il n'y a pas de vie vivante actuelle sur Mars. Il y a 3 raisons à ça. Le sol est oxydant, comme l'a dit Caroline, parce qu'il n'y a pas de couche d'ozone et il y a des UVB qui vous grillent les petites bactéries au sol. Et puis il n'y a pas d'eau liquide, qui est une condition nécessaire à la vie. Donc il a fallu 20 ans pour que la communauté scientifique dise bon alors on s'est planté, on va réfléchir. Donc on a réfléchi pendant longtemps et le formalisme a été de dire bon on va y aller step by step, comme on dit en anglais. On va commencer par follow the water, on va s'intéresser à l'eau. Là, je crois que le job est à peu près fait. On connaît l'histoire de l'eau sur Mars. Étape numéro 2, on va s'intéresser au carbone. Et c'est l'étape actuelle, avec Curiosity, mais aussi avec Persévérance. Et étape numéro 3, on tâchera de trouver des preuves de vie. Mais aujourd'hui, en surface, il n'y a pas de vie. La question, c'est est-ce qu'il y a eu de la vie ancienne ? Et peut-être, mais c'est très difficile à l'explorer, en grande profondeur, 3 kilomètres, l'eau serait liquide s'il y a de l'eau à cette profondeur, ce qui n'est pas garanti, mais la thermodynamique dit qu'on devrait passer en phase liquide, et à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas des petites bactéries qui barbotent à 3 km ?
ça serait un bon job pour les hommes qui seraient sur Mars. Voilà. Pour les hommes qui seraient sur Mars. Alors là, on est sur les robots et sur les rovers. Un bon job pour vous aussi, hein, Caroline Fressinet, parce que c'est quand même ça que vous cherchez dans l'émission. Oui, exactement, les petites molécules, justement. Et justement, pour compléter ce qu'ont dit Francis et Sylvestre, donc on recherche, donc Sylvestre a dit, on a aujourd'hui une Mars du passé d'il y a 3,5 milliards d'années quand elle a gelé. Donc quand on regarde aujourd'hui un échantillon martien, on regarde un échantillon qui a 3,5 milliards d'années et qui va nous donner les informations de Mars à cette époque. Ensuite, on a vu également que j'ai plein de choses à dire là-dessus, c'est intéressant. Mais donc allez-y. Donc on va chercher des molécules qui vont avoir résisté, des traces d'une vie passée qui auraient pu avoir résisté pendant tout ce temps géologique. Mais tout se détruit au fur et à mesure de la géologie. Il y a plein de choses qui se passent en surface. Francis l'a dit, il y a beaucoup d'irradiations qui vont détruire déjà les formes de vie, mais également les résidus d'une vie passée. Donc les molécules. C'est ce qu'on appelle les fossiles moléculaires. Si jamais il y a eu de la vie passée, elles vont avoir laissé des molécules en surface. Et il faut que ces molécules aient été préservées pendant 3,5 milliards d'années quand on va chercher la vie du passé. Et donc, il va falloir en plus rajouter la notion d'aller rechercher à des endroits qui ont été réexposés en surface récemment. Donc, c'est quand même très compliqué parce que, donc, pour trouver des traces d'une vie à la surface de Mars. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait eu de la vie sur Mars dans le passé. Il faut que cette vie ait laissé des traces. Il faut que ces traces aient été préservées pendant 3,5 milliards d'années. Et il faut qu'aujourd'hui, on creuse à un endroit et qu'on analyse l'endroit qui ait préservé ces traces pendant 3,5 milliards d'années. Au bon endroit. Et justement, ces rovers, alors Curiosity et Perseverance, pourquoi les envoyer sur tel... Enfin, comment est-ce qu'on choisit l'endroit sur lequel on les envoie, Sylvestre Maurice? Ah oui, ça c'est pas facile. Alors, Curiosity et Perseverance, c'est les deux qui sont actifs. On en avait un autre qui était actif, on l'a vu passer quelque temps, il s'appelle Zhurong. C'est un rover chinois. Parce que les Chinois font partie de cette course étonnante à l'exploration, et il a vécu à peu près 1 an. Et on a travaillé dessus, on travaille encore dessus, c'est très intéressant. Vous travaillez d'ailleurs tous les deux, Francis Rocard, comme Sylvestre, vous travaillez en collaboration avec les Chinois. Des partenaires nouveaux, clairement. Il y a eu aussi Insight. Et puis il y a eu Insight qui était un lander, il y a eu Phoenix, un lander, il y a eu Spirit, Opportunity, Pathfinder. Donc on commence à avoir une famille. Et puis il y a ceux qui n'y a pas. ExoMars, on en parlera après. Oui. Bien sûr. Mais alors... pour revenir à ce que, quand même, ces rovers, ils sont là, eux, pour faire de la science in situ. Il faut pas se leurrer. On les aime bien, on passe beaucoup de temps, nous on construit des instruments, là, tous les trois. On passe énormément de temps à les développer, nos instruments, on est super fiers. Moi, j'ai fait un truc pendant 10 ans. Mais vous, j'ai même un laser, je peux même... c'est ça, la caméra. Alors, il y a une qui s'appelle ChemCam, et l'autre SuperCam. Ça, c'est SuperCam. Ça, c'est SuperCam. SuperCam sur Perseverance et ChemCam sur Curiosity. Alors, la ChemCam, voilà, celle-là. C'est ChemCam. Elle se ressemble à l'extérieur, mais à l'intérieur, pas du tout. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est très fiers de nos instruments. Développer SuperCam, c'était 300 personnes en France pendant plusieurs années. Donc, c'est vraiment des vrais défis technologiques. Et en même temps, faut être très honnête, ils font de la bonne science in situ, mais ça vaut rien par rapport à ce qu'on pourrait faire ici sur Terre. Et comme Caroline et Francis l'ont dit, c'est tellement difficile cette recherche de traces de vie qu'on a fini par comprendre, on a mis du temps, que in situ, on pouvait au mieux caractériser l'environnement. Voir comment, est-ce que c'était plutôt acide, est-ce qu'il y a eu de l'eau liquide à un moment, est-ce qu'elle était salée, on peut faire un peu de chimie, est-ce que ça sent bon la matière organique, ça, c'est la spécialité de Caroline, elle fait sa cuisine, puis elle dit, ouais, je le sens bien, là, il y a un chloro machin, un benzène. Chlorobenzène, c'est son préféré. Caroline était, je dois le dire, la première personne au monde à découvrir une molécule organique complète sur Mars. Et on en était très fiers. À l'époque, elle était étudiante, ça c'est vrai. Mais c'est tellement difficile in situ que ben voilà, on dit, ben Francis l'a montré, on va prendre des échantillons, on va les rapporter sur Terre, et on va les étudier sur Terre. On va étudier, et là on aura une précision
qui est de mille fois, enfin, c'est des ordres de grandeur mieux que ce qu'on fait. À vous donner, moi, je connais des labos de géochimie ici, à Paris, à Lyon, à Nancy, etc. Vous leur donnez un grain comme ça, ils font l'histoire de la planète. C'est un truc c'est complètement étonnant d'ailleurs, parce qu'ils ont des instruments, ils travaillent des blancs pendant des années. Et un jour, d'ailleurs, je faisais un séminaire dans un de ces laboratoires, puis les géochimistes, c'est des gens qui sont un peu durs. Je sais pas s'ils écoutent, mais toujours un peu durs avec nous. Ils m'ont dit, en fait, là-haut, sur Mars, vous faites de la science du 19e siècle, en fait. Ça fait mal, hein. Mais ça fait mal. Mais c'est pas faux. Et donc, voilà, tout ça mis bout à bout, c'est très difficile de rechercher des traces de vie. Et donc, on va faire ce qu'on peut sur place. Et on choisit, et pour revenir à votre question, on choisit avec beaucoup d'attention les endroits où on doit se poser. On veut un terrain ancien, on veut un terrain qui est souvent une cuvette parce qu'il y a de l'eau qui s'est accumulée. Donc, près de l'équateur, ça, parce que c'est des contraintes d'ingénierie. Donc, on fait très attention. On se met tous ensemble, là, dans une grande salle, puis on choisit. Alors, les ingénieurs disent, faut pas que ça soit trop en montagne, faut pas que ça soit trop bas, faut pas qu'il y ait trop de vent, etc. Mais vous pouvez choisir, et comme on choisit des cercles qui font une dizaine de kilomètres, il y en a beaucoup sur Mars. Donc on met tous les martiens, enfin les vrais martiens, c'est nous, les scientifiques spécialisés de Mars, tu te rappelles, dans une salle, et on choisit. Alors lui, il en a 3, lui, il en a 3, 4, alors on vote. C'est très démocratique. Mais on veut aussi qu'il y ait des roches sédimentaires. Comment ? Aujourd'hui, c'est le critère numéro 1. On veut qu'il y ait des roches sédimentaires. Oui, on veut qu'il y ait des roches, qu'il y ait un empilement de roches sédimentaires. Le sulfate, c'est vraiment le Graal de ce que l'on cherche. On veut pas des roches primaires, c'est-à-dire des roches plutôt volcaniques qui viennent de la formation. On veut qu'elles aient été lessivées par l'eau, alors ça dépendra de l'eau, etc. Et donc, on choisit ces sites, mais ce que je voudrais dire, c'est que, quel que soit le site, on se rend compte qu'on est quand même in situ, c'est difficile. Mais justement, vous soulevez là, en fait, deux énormes questions, c'est-à-dire, il faut ramener des échantillons pour les étudier ici, et donc, finalement, les robots sur place, les rovers, c'est la meilleure solution pour Mars. Pourquoi veut-on y envoyer des humains? Puisqu'en fait, les humains, ils doivent étudier les échantillons après, de retour, sur Terre. Non, mais ça, c'est 2 programmes en parallèle. Vous avez un programme scientifique, robotique, automatique, c'est celui dont on parle depuis maintenant une demi-heure, où ça fait 30 ans que la communauté scientifique, ces fameux martiens, disent, de toute façon, si vous voulez avoir une réponse un tant soit peu... décisive sur la problématique de la vie, il faut rapporter des échantillons. Voilà. Sylvestre l'a bien dit, in situ, on fait la science du 19e siècle. Avec un petit grain de matière, de roche sédimentaire avec de la matière organique, on va chercher ce qu'on appelle les biosignatures, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une biosignature? Bon, Caroline le dira mieux que moi, mais en 3 secondes, c'est une molécule dont on peut avoir la preuve qu'elle a été fabriquée par du vivant. Alors, il y a ce qu'on appelle les molécules chirales, c'est-à-dire les molécules symétriques dans un miroir. Le vivant préfère l'un par rapport à l'autre. Donc, le ratio de la chiralité est très différent de 1. Et vous avez aussi le rapport carbone 12, carbone 13 qui peut être une référence. Enfin, voilà. Donc, c'est pas la vie qu'on va trouver, c'est les preuves d'une vie ancienne, donc ces fameuses biosignatures. Et il faut rapporter des échantillons. D'abord parce que de la matière organique sur Mars, on en trouve très très peu. Caroline l'a bien dit. Elle est détruite partout. On en est à de la picomole avec l'instrument SAM sur lequel Caroline travaille. On arrive maintenant à avoir un bestiaire de molécules, mais quantitativement, c'est pouillème. Et donc... Et pour ces retours d'échantillons... Oui, Caroline. Oui, moi, je voudrais quand même prendre un petit peu le contre-pied de ce retour d'échantillons pour montrer quand même qu'il y a 2 écoles. C'est complètement vrai qu'avec un retour d'échantillons, quand on a un échantillon sur Terre, on a les technologies de pointe des laboratoires pour faire les analyses qu'on ne peut pas faire sur Mars. Sur Mars, Curiosity, typiquement, ça fait 12 ans qu'il est sur Mars. Il a été envoyé, avant il a été construit, avant il a été conçu. C'est une technologie qui a 20 ans, qui est sur Mars, en train de faire les analyses. Cependant, donc il y a vraiment 2 écoles. Il y a l'école retour d'échantillons et l'école analyse in situ. Les 2 se valent, les 2 ont des avantages et les 2 ont des inconvénients. Oui, enfin, il y a quand même 2 communautés qui soutiennent le retour d'échantillons depuis 30 ans. Voilà. Alors qu'il y ait une école qui dit on peut peut-être aussi en parallèle faire des choses, ça c'est nouveau. Ce que tu es en train de dire est nouveau. Sur le retour d'échantillons? Non, à côté du retour d'échantillons, on peut faire des manips in situ intéressantes. Ça, c'est... c'est pas nouveau dans le sens où il y a eu les manips in situ qui sont bien avant le retour d'échantillons. Parce qu'en fait, pour une manip de retour d'échantillons, on peut faire 4 manips sur Mars d'analyse in situ avec des instruments comme sur Curiosity pour faire des recherches de molécules organiques. Je ne suis pas biaisée. Et à 4 endroits différents sur Mars. Donc, en augmentant nos chances
de trouver un environnement qui aurait pu préserver des traces d'une vie ancienne. En plus de ça, le retour d'échantillons va changer l'échantillon. Entre le moment de prélèvement, entre son stockage sur place, entre son retour sur Terre, il peut se passer une quinzaine d'années. Et donc l'échantillon va changer de température, va perdre ses volatiles, va se transformer en termes de molécules, etc. Donc il y a quand même des inconvénients au retour d'échantillon. Qui font que pour l'analyse in situ avec des environnements différents, on a toute une communauté dont moi j'avoue je fais partie, aime l'analyse in situ. Non, mais nous aussi on l'aime. Attends. Ouais. Plus que le retour d'échantillon. Je préfère l'in situ. En plus, pour le retour, il faut pas trop écouter Caroline là, sur ce qu'elle dit, parce mais en plus aujourd'hui, c'est critique ce qui se passe en ce moment. Hein. Je tiens à dire que Francis, vous le savez, enfin on va en parler, mais ça là, ces échantillons, aujourd'hui on les collecte, voilà. on les met sur Mars. Mais l'étape suivante, elle est pas gagnée. Il y a une situation absolument critique à la NASA en ce moment. Voilà, financière et technique. En gros, le labo qui s'appelle le JPL demandait 900 millions de dollars. Le Congrès a dit waouh, c'est trop cher, vous aurez 300 et débrouillez-vous. Donc le JPL a licencié 500 personnes et aujourd'hui la NASA dit on remet tout à plat. C'est ça. Quand on commence à dire qu'on remet tout à plat, on va faire appel à SpaceX ou à d'autres pour trouver des solutions. Je ne sais pas quelle solution on va trouver. Mais oui, le problème c'est d'aller. C'est ça. C'est la phase. Parce que le problème, c'est d'aller sur Mars et d'en revenir. Enfin, je fais très basique, mais c'est ça. C'est d'en revenir le problème. Et il faut aller chercher ces tubes qui seront posés au sol. Combien de temps pour aller sur Mars et pour en revenir? 6 mois, 3 ans aller-retour, mais voilà, typiquement, si vous avez vu Seul sur Mars, vous connaissez le problème. Hein, c'est 6 mois aller, 6 mois retour, et c'est 1 an et demi sur place. Ça, c'est incontournable. On peut faire plus long, hein, mais en dessous, on peut pas. Donc aujourd'hui, la NASA dit, moi, je peux le faire pour 2040, mais je suis pas content, c'est quand même trop tard. En plus, il y a les Chinois qui vont le faire. Bon, on pourra en parler si vous voulez, mais je suis pas sûr qu'ils vont faire le bon retour d'échantillon. Parce que ce que fait Persévérance actuellement sur la sélection des échantillons, les Chinois ils vont pas faire comme ça. Eux, ils vont se poser, ils vont creuser, ils vont prendre, et puis hop, ils repartent. Donc, ils auront des échantillons. Pour les géochimistes, ça sera parfait. Oui. J'ai aucun souci. Nos géochimistes en France, ils vont applaudir les deux mains et dire je veux des échantillons martiens. Par contre, sur la problématique du vivant, si on trouve que des basaltes, on pourra pas dire grand-chose. S'il n'y a pas de matière organique. Et les Américains, le fait que les Chinois vont le faire, ça va peut-être les pousser à le faire aussi. Ça motive. Voilà, on est quand même dans des. Ça motive sérieusement, oui. Je vais dire deux choses. D'abord, Caroline, non, j'adore l'in situ et je pense même que je préfère l'in situ. Mais je pense que l'in situ va à pressentir des réponses qui ne seront confirmées que par les retours. Mais sauf si tu vois un lapin qui traverse, on est d'accord. Ouais. Un lapin sur Mars? Ouais, on l'a pas vu celui-là. In situ, ça sent bon. Et toi, chez toi, ça sent toujours bon l'organique. Hein. On voit ça. On aime bien. Et t'as des odeurs d'ailleurs d'organique. J'ai vu ça. Tu m'as dit la dernière fois qu'on pouvait développer toute une série de à quoi sent Mars en fait. Et mais en fait, ça c'est amusant. On sait déjà que la comète Churyumov, elle pue. Ouais, c'est Churyumov, elle sentait bon. Voilà, il y a les molécules sont vraiment. Alors que sur Mars, bon, ça sent bon. Ça sent pas grand-chose. Pour l'instant, ça sent pas grand-chose. C'est les peu qu'on a, on dirait bien. Non, mais donc c'est de l'in situ pour l'instant parce qu'on sait pas faire mieux. Un jour, on fera des retours d'échantillons. Alors pour revenir au retour d'échantillons, on a fait que des allées simples. On a fait une 40aine de missions martiennes. On s'est posé, on s'est écrasé, voilà. Mais on n'est jamais revenu. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais posé une fusée sur cette planète pour revenir. La seule fois où on l'a fait, c'est soit sur des tout petits corps, on a fait des sortes de rebonds, puis soit sur la Lune, bien sûr. Et alors là, on envisage donc nous, notre boulot avec Persévérance, c'est les fameux échantillons comme ça. Alors soit on les pose dans le sol. Ça, c'est bien parce que si le rover tombe en panne, au moins on pourra toujours aller les chercher. Soit on les garde avec nous, et donc on a prévu d'en garder une 30aine. Alors, pour l'instant, on en avait posé 10 dans le sol pour vous donner des infos. Donc, les 10 qui sont posés dans le sol dans un endroit qui s'appelle Three Forks. 10 échantillons, 10 fois 10 tubes. 10 fois ce tube-là, il y en a 7 qui sont des roches. Un qui est du régolithe. Le régolithe, c'est du sable, un peu, c'est le grain. Un qui est vide, ça paraît idiot, mais il a fait l'aller-retour, c'est pour de la contamination, et un d'atmosphère. Oui, parce qu'on veut du gaz aussi. Et puis, donc, ceux-là, ils sont posés les 10. A priori, on va pas les chercher, ceux-là. Si le rover est encore en forme dans X années, à définir, et j'espère, et c'est basé sur l'image de Curiosity qui est encore en forme après 12 ans, comme le disait Caroline, on en a déjà rempli 14.
de roches, un de régolithe, on a 2 tubes, et puis il nous en reste une douzaine. Donc on va viser en tout une petite trentaine qui seront dans le rover. Donc on aura soit le rover est mort, on ira chercher les 10 qui sont au sol, soit le rover est vivant, et il en aura 30. Sachant que les premiers, on les a pris en double, comme ça, ceux qui sont au sol, c'est les mêmes que ceux à bord. Ça, c'est la stratégie. Mais nous, on s'arrête là. Mais donc, il faudra les ramener, voilà. Francis l'a dit, il y a une fusée qui arrive, qui se pose pas très loin de nous. Déjà, ça, c'est un défi, de se poser à côté. Voilà. Oui. Et là, elle se pose avec une sorte de lander qui est fixe, comme ça, qui est un peu massif. Et puis, nous, on arrive avec nos petits trous, on va lui donner un par un, quand même, tous les échantillons. Et on se recule. On prendra des photos, on écoutera avec notre microphone ce qui se passe, j'espère. Et puis là, on verra, spectaculaire, une fusée décoller. Alors, ça ressemble plus à un missile qu'une fusée. D'ailleurs, c'est un décollage de missiles, c'est des ressorts, comme dans les avions qui tirent les missiles. Hop, c'est des ressorts, puis après, ils s'allument. Le missile est jeté en l'air. Ouais, il est jeté. Et ça, c'est un truc de militaire qui marche, semble-t-il bien, j'espère. Il y a une vidéo sur YouTube qui est accessible de ce retour des choses. Et donc, ce véhicule est fait par le JPL, et c'est là où les problèmes d'argent sont compliqués. Et donc, mais ce missile, il est pas très puissant. Il va emmener les échantillons, qui sont une sorte de sphère, en orbite. Il y a un deuxième étage, mais en orbite. Et puis la sphère va tourner autour de Mars. C'est un ballon, ouais, c'est un peu plus, ouais, ça va être un basket. Et là, les Européens arrivent. Donc, le véhicule, il est construit à Toulouse. Il s'appelle Aero, Earth Return Orbiter. C'est un véhicule compliqué parce qu'il a différentes techniques électriques. Il a à la fois du chimique et à la fois des panneaux solaires. C'est un véhicule énorme. Il arrive, il est énorme. Il est énorme. Le plus gros qu'on ait jamais envoyé. Il est en construction par la France, en particulier pour le compte de l'Agence spatiale européenne à Toulouse. Il arrive, lui, il repère le ballon de basket. Il essaie de le trouver. Il s'approche. Il y a une stratégie d'approche. Il n'a pas envie de le percuter. Et hop, dès qu'il l'a trouvé, il l'attrape dans un système un peu compliqué. Au moment où il l'attrape, il le stérilise l'extérieur. Parce qu'enfin, on pourrait parler de cette thématique de la protection planétaire. Mm-hmm. Donc, il est un petit peu stérilisé. Protection planétaire dans les deux sens. Dans les deux sens. Et d'ailleurs, c'est ça c'est pour l'instant un des sujets compliqués, c'est sa stérilisation. Et puis, une fois qu'il a le ballon avec lui, il repart de Mars. On n'a jamais fait. Donc, il revient, il remet un coup de Terre, il part vers Mars. Et il arrive sur Terre. Et là, il lance son ballon dans une coque sur Terre, qui n'a même pas de parachute, parce qu'il n'y avait pas la place de mettre un parachute, donc il s'écrase. Alors, il s'écrase avec des structures qu'on appelle crushable. Et donc, les échantillons vont s'écraser sur Terre. On va les retrouver. Ouais, c'est quand même compliqué. C'est plein de technologies. Il y a 2 grands partenaires, les Américains et les Européens, on le fait ensemble, tandis que les Chinois font leur version ultra simplifiée de leur côté. C'est peut-être ça la solution, c'est-à-dire, je m'embête pas, j'arrive, je prends, je repars. J'y crois pas, hein. Francis l'a dit, la bonne science, il faut se donner. Là, on va se donner pratiquement 10 ans pour trouver les 30 bons échantillons qu'on veut rapporter. On veut pas prendre celui qui est au pied du camion. Voilà. Mais donc, c'est une difficulté, par exemple, c'est que ce MAV, la fusée qui décolle de Mars, on appelle le Mars Ascent Vehicle, le MAV, si tout se passe bien, Aero va repérer assez vite le fameux conteneur gros comme ça en orbite. Si ça se passe pas bien, si la fusée largue pas là où il faut trouver le MAV. Et avec des caméras, les calculs montrent qu'on sait pas le trouver. C'est-à-dire qu'il est tellement petit, à 2000 km, une boule comme ça, vous la trouvez pas. Donc il y a une question qui est très qui est souvent mise en avant, c'est il va falloir lui mettre un bip bip à ce conteneur, un bip bip radio pour le repérer. Voilà. Donc ça fait partie des éléments, parce que vous avez compris que ce sont des missions en série où si une étape échoue, tout est perdu. Donc aujourd'hui Persévérance marche très bien, mais ce n'est que le début de l'histoire. Il faut que les autres étapes soient des succès pour avoir les échantillons sur Terre. Et je précise que vous travaillez tous sur des missions qui sont sur des dizaines d'années. On est à 2033. On espère être à 2033. La NASA dit non, je suis plus à 2040. Et donc, il dit, mais non, c'est pas acceptable, faut revenir. Je pense qu'on serait content d'être en 33, 35, quelque part par là. Ce qui est pas choquant, c'est quelques milliards, évidemment. Et à la fin, on a 300 grammes. Donc, ça remet en perspective le petit bonhomme qu'on veut déposer et faire revenir. Ben voilà, on en arrive. Je pense que là, vous avez une transition facile. Mais nous, il nous faut effectivement une vingtaine d'années oui, 300 pour grammes, avoir ça fait à peu près 30 000 échantillons individuels. Oui, voilà. C'est énorme pour faire de la science. 10 mg, vous faites de la science. Voilà, on fait de la Lune, c'est 382 kilos. Donc, la Lune a été très bien servie, parce que les astronautes, ils les mettaient dans leur poche, ils revenaient avec. Les missions Luna, ça c'est Apollo, les missions Luna. Et Apollo, 16, il n'y a que 10% qui a été utilisé. Exactement. 90% n'ont pas été touchés encore.
Et les Luna 16, Il y a donc du travail à faire, de l'analyse à faire. Non, c'est parce on que peut toujours. Et on attend que les instruments deviennent. Comme le disait Caroline, on garde 90%. Voilà. Il y a des appels d'offres tous les ans. Tous les ans. Ouais. Parce on sait que les technologies évoluent très vite et donc les échantillons, certains échantillons de Lune ont été, la majorité ont été préservés dans des endroits stériles et hermétiques. On peut encore analyser les gaz de ces échantillons, donc on peut faire des demandes régulièrement pour avoir des échantillons lunaires. Il y a un papier qui est sorti la semaine dernière de Jamie et Elsila sur les volatiles dans des échantillons lunaires d'Apollo et des super résultats avec des échantillons qu'ils ont ouverts, ils ont pu analyser les volatiles qui se trouvaient à l'intérieur d'échantillons de Lune qui ont été préservés depuis les missions Apollo. Et on peut faire des demandes, c'est gratuit dans la communauté scientifique. Il suffit de faire un appel, une réponse à appel avec une justification scientifique de ce qu'on veut faire. Et si après c'est jugé par un jury de pairs scientifiques qui s'y détermine que c'est pertinent pour l'analyse scientifique et pour les résultats, ils vont nous donner gratuitement des échantillons de Lune. Et pour ceux qui douteraient que les Américains sont allés sur la Lune, les milliers de scientifiques dans le monde entier qui ont analysé ces échantillons, je peux vous dire que s'ils étaient terrestres, ils l'auraient dit. Oui, c'est ça. Donc, ça ressemble pas à un caillou terrestre. Mais on a fait des découvertes ces dernières années sur la Lune qui ont remis même en cause des grandes idées qu'on avait sur la présence d'eau dans le manteau, par exemple, qu'on n'aurait pas pu faire il y a 50 ans parce qu'on n'avait pas les instruments. Donc, faut aussi que l'instrument d'analyse il évolue, à condition de les préserver. Donc, il y a la notion de curation, de préservation. Aux États-Unis, en France, on a des échantillons qu'on nous a donnés. Alors, la Lune, c'est Apollo, c'est l'émission Luna soviétique qui avait fait ce modèle où ils se posent et puis ils reviennent. Et la mission chinoise Chang'e 5 et la Chang'e 6, elle part la semaine prochaine, le 3 mai, soyez attentifs, et qui rapportera aussi des échantillons, cette fois-ci côté face cachée. C'est génial. Donc, ce Graal des scientifiques, c'est les échantillons. Et donc, on se donne toute cette peine pour avoir nos 300 grammes de Mars. Mais on va y arriver. Simplement, quel moyen, quel temps on se donne pour le faire. Quel budget. Et quel budget aussi, évidemment. Ça, c'est des vraies questions. Il y a un acteur en plus russe qui n'existe plus. Donc, il y a aussi des questions géopolitiques. Mais vous avez abordé là, alors à la fois la Lune et à la fois la question de envoyer un humain sur Mars. Qui est-ce qui va répondre à cette question? À quoi, d'après ce que vous dites, à quoi ça sert? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est encore rien dit là sur à quoi ça sert. Alors, est-ce que c'est possible? C'est Francis. Je pense que chacun peut avoir son avis sur la question. Moi, je vais vous donner le mien. J'ai écrit un petit bouquin là-dessus. Alors, il s'appelle Dernière nouvelle de Mars. Je trouve que c'est un titre qui est pas bon, mais c'est une collection. Donc, il s'appelle Tous Dernière nouvelle 2. Mais en fait, c'est la mission du siècle. C'est-à-dire, c'est l'homme sur Mars que j'essaye de décrire. Et la question du pourquoi, elle est traitée. Bon, je vais essayer d'être rapide, mais en gros, c'est pas la science qui est le moteur de l'homme sur Mars. Il faut pas se tromper. Ça n'a strictement rien à voir. La science, c'est le retour de l'échantillon martien qui est l'élément majeur. Et d'ailleurs, je pense que pour l'homme sur Mars, il faudra avoir d'abord les échantillons. Parce que on pourra, par exemple, déterminer s'ils sont toxiques pour l'homme. Parce que si on s'aperçoit qu'ils sont toxiques pour l'homme, on va peut-être pas envoyer des hommes sur Mars. C'est peu probable, mais c'est un point important. Après, on a un autre problème, c'est le problème de l'homme qui n'est pas stérile. Par rapport à ce qu'on stérilise quand on l'envoie sur Mars. Ça, c'est tout un pour ne pas contaminer Mars. Pour ne pas contaminer Mars. Là, on a un vrai problème. Donc, c'est pas pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de business sur Mars. Il y a rien. On va rien. Il y a que des dépenses. Il y a pas de recettes. Est-ce que c'est là, je me place comme étant aux États-Unis. Est-ce que c'est bon pour la défense nationale américaine? Faut être sérieux. C'est pas ça le sujet. Est-ce que c'est bon pour la R&D? Oui. Mais on pourrait faire la même R&D à recherche et développement. Donc, développer des technologies innovantes sans dépenser, parce qu'en gros, c'est 400 milliards, l'homme sur Mars. J'inclus Artemis, qui coûte déjà 100 milliards au gros doigt mouillé. Voilà. Donc, la question est pourquoi? La réponse, c'est d'abord, c'est politique. Et pourquoi c'est politique? Parce que les États-Unis ont fait Apollo. Et ayant fait Apollo, ils ont hypertrophié leur programme de vols habités. Le budget de la NASA, c'est plus de 20 milliards. La moitié, ça va dans les vols habités. C'est un cas unique au monde. L'ESA, par exemple... La moitié, c'est 10 milliards par an. L'ESA, c'est peanuts. C'est 600 millions par an.
Nous, on n'a même pas la prétention d'envoyer un homme dans l'espace parce qu'il n'y a pas la volonté politique de le faire. On pourrait décider de le faire avec Ariane 6, on aurait pu le faire avec Ariane. Mais bon, les ministres de la recherche disent « Ouais, ça coûte cher votre truc, on va faire des choses plus intéressantes plus tôt. » Et donc, quand vous avez 10 milliards par an, quand vous avez fait Apollo, le système interne, on va parler de lobbying, les industriels, les Boeing, les Lockheed Martin, ces gros industriels qui touchent les contrats, les sénateurs de Floride, du Texas, de la Californie, il y a le JPL, mais bon, le JPL c'est pas trop, c'est plutôt le Texas. Eux, ils veulent absolument maintenir les programmes parce que ça crée des emplois chez eux. Donc il y a toute une dynamique interne pour dire keep the momentum. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? La navette spatiale, ça a duré 40 ans. En parallèle, très rapidement, il y a eu l'ISS, ça dure 50 ans. C'est en train de se terminer en 2030. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. La Lune, c'est déjà fait. Il ne reste plus que Mars. Donc, on repart. Et pour avec aller la sur Lune Mars... comme base. Alors, le problème, c'est que vous ne pouvez pas aller sur la Lune comme le discours de Kennedy. 61, Kennedy dit on va sur la Lune. En 69, on y est. On a tout fait en parallèle. Saturne 5, le LEM, un truc de fou. Le budget de la NASA, qui était à 500 millions de l'époque en 61, est monté à 25 milliards en 3 ans. Il y avait des manifestations dans la rue aux États-Unis, des gens qui disaient mais arrêtez de dépenser cet argent. Il y a eu beaucoup de contestations. Donc c'est pas possible, sachant que ça va coûter plutôt 400. Donc il faut des étapes stratégiques. J'ai pas dit géographiques, stratégiques, importantes pour préparer l'homme sur Mars. Et en 2015 et en 2017, la NASA a décidé, suite à ce fameux rapport de 2014, eh bien l'étape, ça sera, ils l'ont appelé la Gateway. Donc une station spatiale en orbite lunaire. C'est facile, ils ont une grosse station en orbite terrestre qui s'appelle l'ISS. Faire une station spatiale en orbite lunaire, c'est pas très compliqué. Là-dessus, Trump est arrivé en disant oui, votre truc, moi ça m'intéresse pas, moi je veux des hommes sur la Lune en 2024. Vous connaissez l'histoire. Le résultat, c'est que la NASA a été complètement déstabilisée à ce moment-là, et donc la grosse Gateway, 9 ou 10 modules, on s'est retrouvé peau de chagrin. On met un module d'habitation, un module logistique, et on met le paquet sur ce qui s'appelle Artemis. Artemis, c'est très simple, c'est Apollo du 21e siècle. Donc, vous avez connu Apollo, maintenant vous allez connaître Artemis. C'est le Apollo du 21e siècle, c'est le retour de l'homme sur la Lune. Et donc, le coup est parti avec une grosse difficulté qui est le Human Landing System, c'est-à-dire l'engin qui va poser les hommes sur la Lune. Il y a eu un appel d'offres en 2019. Il y a eu 3 compétiteurs. Il y a eu Elon Musk, Bezos et un troisième un peu inconnu. Et à la surprise générale, Elon Musk a été sélectionné. Pourquoi je dis la surprise générale? Parce que son concept de Starship, beaucoup de gens se sont dit mais attendez là, c'est quoi cette histoire? Vous mettez la fusée de Tintin sur la Lune? C'est vraiment sérieux ce truc? Et en fait, quand on regarde un peu les chiffres, d'abord le SpaceX c'était 2 fois moins cher que Bezos, et là où la NASA disait je veux 10 tonnes de fret, Elon Musk arrive 100 tonnes. Waouh, oh, merveilleux. Combien ça coûte? 2 fois moins cher. Je prends. Là, boum, la NASA a pris. Et aujourd'hui, on est dans la NAS, enfin ils sont dans la NAS avec ce projet-là, parce que le Starship, vous avez vu, il a décollé 3 fois. La 3e fois, il a bien décollé. Au niveau du retour, ça a été fiasco. 2 fois, boum, les 2 modules se sont écrasés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour mettre un équipage sur la Lune, il faut lancer 8, 10, 12 Starships avant d'aller sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'il faut faire du refueling en orbite pour remplir un conteneur qui est un pseudo Starship en orbite terrestre, mettre des ergols dedans. Il faut le faire vite parce que les ergols s'évaporent. Donc il faut aller à toute vitesse. Tous les 15 jours, il faut qu'il y ait un Starship qui décolle. S'il y en a un qui, en revenant, explose le pas de tir, j'ai peur que ça va pas bien se passer, parce qu'il va se poser sur le pas de tir. Vous avez vu ce fameux pas de tir? Voilà. Donc c'est hyper risqué. Et d'ailleurs, la NASA a dit, ça sera pas 2024, certainement pas. On est à combien? 2026 maintenant? Fin 2025 minimum. Ouais. Bon. Et à mon avis, la messe n'est pas dite. Mais c'est ça l'histoire. Et on attend le prochain vol du Starship pour savoir ce qui va se passer. Mais là, donc, Francis a raconté la complexité de l'homme sur la Lune pour retourner sur la Lune. Donc on s'est déjà posé sur la Lune. Donc tu l'as dit, c'était 25 milliards de dollars en dollars actuels, ça ferait 150 milliards de dollars.
et c'était 4% du budget fédéral qui était tout mis pour aller sur la Lune pendant les missions Apollo. Voilà, aujourd'hui, on n'est plus capable de mettre autant de pourcentage de budget pour cette exploration. Mais on va mettre autant, on va mettre 100 milliards. 100 milliards. 100 milliards, c'est ce qui est déjà mis, oui, pour c'est à peu près l'équivalent. Artemis. Ouais. En sachant que c'est pour la Lune. Aller jusqu'à la Lune, c'est comme traverser la Manche à la nage. Aller jusqu'à Mars, c'est comme traverser l'Atlantique à la nage. On n'est pas à la même échelle. C'est 1000 fois plus loin. Donc déjà, fois plus loin. Pour aller sur la Lune, c'est compliqué, c'est cher, on n'a pas les technologies, on est sans cesse en train de repousser les limites à la fois budgétaires et technologiques pour pouvoir avoir un homme qui atterrit sur la Lune et qui repose le pied sur la Lune. Donc voilà, Mars, c'est quand même une autre échelle. On va mettre un petit peu plus de temps, un petit peu plus de budget. Tu dis 400 milliards, c'est un grand minimum. On entend beaucoup parler de 500 milliards, voire plus. De toute façon, il faut en revenir en plus de Mars. Voilà, en plus, il faut en revenir. On verra, comme disent les Américains. On verra. On verra. Mais par contre, oui, je veux finir sur le fait que l'homme sur Mars, donc ce n'est pas un sujet scientifique, c'est pas la justification n'est pas scientifique, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est un projet commun qui unit l'humanité. Alors moi, pour l'homme sur la Lune, j'étais pas née, mais mes parents m'ont raconté par rapport à l'atterrissage de Eagle sur la Lune, Armstrong. Ils n'avaient pas de télé, ils étaient dans la rue pour chercher dans des boutiques des télés qui étaient allumées pour regarder. C'est quand même un projet qui a uni l'humanité entière pour regarder le premier pas de l'homme sur la Lune. Ça sera la même chose pour Mars. Donc dans un monde où aujourd'hui on a tendance à fermer toutes les frontières géopolitiques, là on est sur de l'exploration spatiale qui ouvre les frontières de l'humanité. Donc c'est un projet qui est magnifique, qui est un projet d'exploration. L'homme est un explorateur. Donc on continue dans cette ambition qui est vraiment extraordinaire. Sylvestre Maurice. Non, je crois que je suis content. Francis, tu as dit justement tout ce que dit Francis, c'est absolument juste. Il n'y a rien à dire. C'est pas très positif. Ce que dit Caroline rattrape le coup un peu à la fin en disant bon. Quand même, ça nous plairait. Il faut dire que Caroline adore les astronautes. Mais bon. Il n'y a pas que vous, Caroline. Non. Je pense que l'astronaute reste l'incarnation au sens étymologique, dans la chair de l'explorateur. Le ressort est pas scientifique. La scientifique est un passager clandestin, mais on est ravis. La science qu'on a fait sur la mission Apollo est extraordinaire. Donc le pari était gagnant. Oui, c'est pas pour de la science. C'est pas finalement ça ne sert pas. Ça servira à la science, mais ça n'est pas pour. Ce n'est pour personne et c'est pour tout le monde. C'est ce que vous voulez dire, Francis. C'est pas pour la science, c'est pas pour la techno, c'est pas que pour la politique. Caroline dit, c'est de l'inspiration aussi. En fait, c'est tout ensemble. Ça fait partie de ces grands projets. Donc il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord sur Artemis. Pour recaler tout le monde, Artemis 1, c'est fait. Ça a bien marché. C'est un mannequin qui a fait le tour de la Lune. C'est dommage, c'était un mannequin. C'est pas de chance. Artemis 2, c'est l'année prochaine, en septembre. Et ça devrait le faire. Cette fois-ci, ce sont des astronautes qui vont faire le tour. Ils ont été sélectionnés. Il y a une femme, 3 hommes. D'ailleurs, quand on dit l'homme sur Mars, c'est avec un grand H. Ça sera une femme, on le sait déjà. Ça sera une femme. On va pas refaire la bourde de la dernière fois. Et donc là, Artemis 2, ça va se faire. Artemis 3, il coince. Ce qui est dommage, c'est qu'avant, il y avait Gateway qui effectivement a été poussé. Et donc, on voit réapparaître la Gateway à partir d'Artemis 4. Donc, ça coince. Voilà, Artemis 3, c'est le bouchon. On va voir Artemis 2. Ça, je suis assez convaincu, indépendamment de Starship. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Ensuite, sur cette histoire de Mars, il y a encore deux choses. Il y a nous, on y pense. C'est dans notre tête. On aime les astronautes en général parce qu'on pense que ce sont aussi d'extraordinaires vendeurs de notre rêve, puisqu'ils incarnent le rêve. Et on a des astronautes en France. On en a une maintenant qui vient d'arriver. Mais celui d'avant, Thomas, est un ambassadeur extraordinaire du spatial. Il tient le spatial. Et ça sert à rien de leur dire on leur enlève l'argent et il viendra pas chez nous. Ça marche pas comme ça. Ça serait trop beau. Si on enlevait à droite pour avoir l'argent à gauche, malheureusement, en général, ça marche pas. Donc, et d'ailleurs, dans nos missions, on prépare l'arrivée de l'exploration humaine. Curiosity, qu'on a vu, il y a un détecteur de radiation qui a permis de faire des calculs assez élaborés de la dose de radiation que prendraient des astronautes en voyage vers Mars.
Persévérance a une petite manip qu'on aime bien. Francis, tu veux la décrire, Moxie, parce que je trouve qu'elle est assez... Oui, Moxie, c'est d'utiliser les ressources locales parce que ça pourrait faciliter la mission de l'homme sur Mars. Là, en l'occurrence, Moxie est un démonstrateur de je pompe le CO2, je dépense beaucoup d'énergie, je casse la molécule et je fabrique de l'oxygène. Et ça marche. Fabriqué 5-6 grammes, je crois, hein, depuis le début. C'est un démonstrateur, c'est une petite boîte à chaussures comme ça qui a fonctionné. Ça, c'est bien d'avoir de l'oxygène, ça permet d'éviter de la porter. Après, on pourrait aussi essayer d'exploiter l'eau sur Mars. Au même titre que il y a des volontés d'exploiter l'eau sur la Lune au pôle. C'est pas indispensable, c'est facilitant. En gros, le bilan, c'est que ça coûterait moins cher si on le faisait. Si on arrivait à le faire sur Mars, l'idée, ça serait de se poser là où il y a des sulfates, par exemple, et puis automatiquement, avec des pelleteuses, on brasse beaucoup de ce régolithe, de ce sol, on met ça dans des cuves, on chauffe, et puis on libère l'eau. Les sulfates, vous savez, c'est le plâtre, hein, donc c'est un peu la technologie du plâtre. Et comme dans Sol sur Mars, ensuite on plante des patates. Alors, planter des patates, vous allez pas non, ça, dans Sol sur Mars, ça marche pas, le sol est beaucoup trop oxydant, il n'y a pas de matière organique, donc vous ferez pas pousser les patates sur du sol martien. Par contre, il faudra certainement, faire des cultures, dans des bidons, soit en orbite, soit au sol, pour nourrir un équipage. Si la mission dure 500 jours, encore une fois, je vous invite à voir Seul sur Mars, où la thématique est quand même bien décrite. Soit vous restez un mois, soit vous restez 1 an et demi. La NASA a décidé que ça serait 1 mois. Donc, pour cocher la case, c'est-à-dire pour la première mission la plus simple, ça consiste il n'y a pas de base martienne. On dépose un dépôt de carburant, on dépose un deuxième véhicule qui est un rover pressurisé, qui est le véhicule d'habitation, et on dépose un MAV vide. Et puis il y a un petit véhicule qui va transporter le carburant du dépôt jusque dans le MAV. La mission d'un mois a lieu et ensuite il rentre dans le MAV et puis il décolle. Voilà. Ça, c'est la mission minimale que la NASA a présentée il y a 2022. Peut-être que derrière, il y aura la mission plus ambitieuse avec une base martienne, avec de l'in situ, de l'ISPP, c'est-à-dire fabrication d'ergols sur Mars, mais on verra. Oui, puis ensuite, on va alors, un petit rebond sur Moxie. Moxie, cette manip là qui fabrique de l'oxygène, le responsable s'appelle Mike Hedge, il est un collègue avec qui on travaille beaucoup. Mais celui qui a construit la manip s'appelle Jeff Hoffman. Alors moi, j'étais en réunion avec lui pendant des années. Il n'est pas tout jeune. Et puis après, je me suis dit, je cherchais son numéro de télé, son mail, j'ai tapé Jeff Hoffman. Effectivement, il était 5 fois dans l'espace. C'est un astronaute. Et c'est même un astronaute très capé. Et puis, à la retraite, et je ne le savais même pas, parce que dans la vie de tous les jours, j'avais pas percuté. Et ça montre qu'il a été astronaute, il a été 5 fois sur la navette, il est revenu, puis après, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et il a construit un instrument pour Mars. Donc, ça montre cette filiation. La deuxième chose sur, Francis, tu as parlé d'une mission au sol. Moi, je pense que, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on saurait faire, c'est une mission orbitale martienne. En orbite autour de... Se poser, vous avez vu notre problème pour rapporter 300 grammes, donc pour ramener des astronautes, on oublie pour l'instant. Mais une mission orbitale aurait déjà toute la difficulté du voyage, de perdre, on le dit souvent, la difficulté psychologique, même si les astronautes sont extraordinairement équilibrés, ils perdent quand même de vue la Terre, et puis faire l'aller-retour, ça, il y a déjà pas mal de choses à gérer, ce sera déjà une bonne partie. Et ça, c'est étonnant, j'ai été étonné, alors que pour la Lune, c'est ce qui se passe, puisqu'on a Artemis 1 et 2, son émission orbitale, et je pense que quand le réalisme viendra un jour, non mais attends, ça se fera évidemment. Ça se ferait... Pour l'instant, la première mission, elle est au sol. Oui, il y aura un orbiteur, mais... Attends, ça se fera évidemment parce que pour amener la mission minimale, tout ça va venir d'un énorme engin, c'est Space Enterprise, 300 tonnes en orbite martienne, qui va arriver,
qui va y rester, puis c'est lui qui va ramener tout le monde. Donc il faudra bien rester en orbite. Non, il faudra rester en orbite. Mais est-ce qu'on a besoin de descendre à la surface dans la première mission? On verra bien. Alors, sauf que c'est l'objectif. Donc tu peux pas dire je vais sur Mars sans aller sur Mars. En 2 coups. Le truc. Tu auras 3 coups. La première mission, c'est un survol de Mars sans s'arrêter. Ouais, survol même. Ouais. Automatique. Artemis 1, c'était automatique. On peut le faire avec des hommes. Ça va durer 1 an et demi pour faire un tour. On prend 3 photos de Mars au passage. Alors ça paraît ridicule, mais c'est fondamental pour développer cet engin de 300 tonnes qu'on connaît toujours pas, mais qui va être nécessaire pour cette mission qui est 1000 fois plus loin et 100 fois plus longue, puisqu'on est dans les 600, 700, 800 jours. Et donc il faut un engin qui fait 300, 400 tonnes. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est quand. Bon, là, on oublie un peu. Malheureusement, j'ai peur que moi je puisse être là pour le voir. Je sais pas. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler en dizaines d'années, là. On parle pas en vingtaine, trentaine, 40 ans, quoi. On parle pas dans 5 ans. Quoi que dise Elon Musk. Alors, c'est pour revenir aussi sur cet ami Elon Musk. Je suis pas sûr que ce soit notre ami, dans le sens où il savonne un peu la planche en ce moment de l'espace. Ce que je voulais dire, c'est que lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui croit dans Mars. Depuis sa plus tendre enfance, c'est un explorateur. Il est fasciné par Mars. Mais je pense qu'il dit une grosse bêtise en disant « mais tout ça, je le fais pour coloniser Mars ». Et ce qu'on a tous dit ici, avec des petites nuances les uns les autres, c'est vraiment une visite. Imaginez une base martienne. C'est vous prenez l'ISS et dans votre tête, vous prenez l'ISS, vous la posez sur Mars. Et bon, ça, vous y arrivez intellectuellement à le faire. Et comme pour les astronautes, c'est de la survie, c'est pas de la vie. D'accord? Donc on peut survivre sur Mars, on ne peut pas vivre. C'est Darwin qui a planté le terrain, c'est comme ça. Et donc, ce qui est très clair, et c'est là où on a un énorme, je pense, désaccord de la communauté avec une partie des fans de Mars qui disent on va aller coloniser Mars. Ce qu'on a appris notre exploration pas seulement de Mars, de la Lune, de Jupiter, de Titan, etc., c'est que l'avenir de l'homme, avec un grand H, c'est la Terre. C'est pas Mars. Dans les années, j'ai retrouvé effectivement des parimages de l'époque, les Jours de France, qui disaient en l'an 2000, on habitera sur la Lune, on habitera sur Mars et ça sera notre nouvelle vie. Ben non, c'est décevant. Hein. On n'a qu'une planète, il n'y a pas de planète B. Voilà, il n'y a pas de plan B. Et ça, c'est très important à dire. Cette exploration de Mars que personnellement je souhaite. Peut-être un peu cyniquement parce que je pense que un énorme mouvement populaire, la science va ira avec. Hein. Je pense que il faut bien donner les limites. Hein. Parce que quel est notre défi? Notre défi, c'est pas d'aller sur Mars, c'est d'améliorer la Terre. Et ça, c'est une montagne qui a surgi d'un seul coup, qu'on n'avait pas il y a 20 ans, qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Il y avait des petits malins. Et heureusement qu'il y en avait qui la voyaient venir. Maintenant que on l'a sur le visage. Et c'est peut-être ça le plus grand risque de l'aventure martienne. Et je comprendrais le politique qui dit, bon, vos 400 milliards là pour Mars, on va peut-être les mettre sur la planète. Et ils n'auraient pas tort. Donc ça va être un équilibre très délicat. Il va falloir qu'on soit un peu plus positif, hein, Francis. Il va falloir qu'on vende mieux le truc, hein, si on le veut. Mais on n'est pas obligé de le vouloir. Non, d'abord, c'est pas moi qui le vends, mais t'oublies de parler des Chinois vis-à-vis des Américains, parce qu'il y a toujours cette compétition. Oui, c'est plus l'Union soviétique, c'est la Chine. Exact. Les Américains ont très très peur de se faire doubler par les Chinois sur la Lune. Et keep the momentum, et ensuite sur Mars, parce que les Chinois disent qu'ils vont aller sur la Lune en 2030 avec un taïkonaute. Derrière, ils vont enchaîner. Et donc, si les Américains veulent pas se faire doubler, il faut qu'ils avancent. Donc, il faut qu'ils fassent Artemis. Et qu'ils aillent sur Mars. Caroline, peut-être un petit mot, et puis on va voir s'il y a quelques questions dans la salle, parce qu'on c'est passionnant, mais voilà. Ouais, petit mot. Donc, je te remercie Sylvestre pour ce message qui pour nous est implicite. Mais quand on parle d'explorer Mars, c'est vrai que ça l'est pas forcément pour tout le monde. Ça l'est pas forcément pour Elon Musk et pour des gens qui peuvent penser comme lui. Donc je te remercie de bien remettre ça en place. Pas question de coloniser Mars. Pas question de coloniser Mars. De toute façon, voilà, la vie terrestre, elle est adaptée à la Terre, point. Et donc l'exploration de Mars, ça sera de l'exploration comme son nom l'indique. Pour terraformer Mars, c'est quelque chose qui est complètement utopique. Voilà, c'est pas du tout scientifique d'aller essayer de coloniser Mars, de changer Mars pour en faire une Terre, etc. En revanche, tout ce qu'on peut apprendre sur Mars peut nous servir. C'est pas peut nous servir, nous sert énormément pour mieux protéger notre Terre.
Et donc pour finir, je voudrais parler quand même de collaboration, parce qu'on entend beaucoup parler, donc on a entendu parler de la compétition entre l'Union soviétique et les États-Unis pour l'homme sur la Lune, de la compétition entre la Chine et les États-Unis pour aller maintenant sur la Lune, sur Mars. Mais l'exploration spatiale, c'est de la collaboration beaucoup plus que de la compétition. On a énormément de collaboration entre l'agence spatiale américaine, l'agence spatiale européenne. Sylvestre, t'en as parlé pour le retour d'échantillons martiens, où c'est les Européens qui vont aller récupérer le petit module américain pour le ramener sur Terre. Voilà, c'est énormément de collaboration. Tout seul, on peut rien faire. On est obligé d'être des équipes qui collaborent entre les nations, entre les corps de métier également. C'est pas uniquement des scientifiques qui vont aller explorer Mars. C'est scientifiques, ingénieurs, techniciens, administratifs dans un laboratoire. C'est tous ces gens ensemble qui travaillent de concert pour un but commun. Et donc, cette collaboration, elle est absolument essentielle, nécessaire, et c'est le corps de notre métier de collaborer pour aller explorer Mars. Et peut-être juste un petit dernier mot justement par rapport à cette collaboration, puisqu'on a parlé de quasiment toutes les missions martiennes, sauf d'ExoMars. C'est vrai. Et en fait, ExoMars, c'est quand même une mission qui est européenne. Ça sera la première mission européenne qui atterrira sur Mars avec des collaborations, encore une fois. Donc nos amis américains vont, j'espère, beaucoup nous aider pour pouvoir aller atterrir sur Mars avec ExoMars. Et contrairement à ses prédécesseurs, ça sera la première mission qui ira rechercher directement des traces de vie sur Mars. Ça sera la première fois depuis 1976 et les missions Viking que ExoMars a pour objectif scientifique de trouver des traces de vie, avec de la recherche de molécules organiques, de la chiralité. Francis t'en parlait, la symétrie des molécules en début de cette table ronde, et donc on va aller rechercher ça avec ExoMars, et ExoMars creusera jusqu'à 2 mètres de profondeur dans la surface martienne, contrairement à Curiosity, Perseverance, qui fore à quelques centimètres de profondeur, à des endroits où les molécules vont être plus difficilement préservées que 2 mètres de profondeur. Mais quand ExoMars? Donc ExoMars, aujourd'hui, a un lancement qui est prévu pour 2028. Il y a quelques difficultés puisque c'était une collaboration avec la Russie, voilà. Et depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Europe a décidé de stopper cette collaboration avec la Russie. Sauf que déjà la Russie nous lançait, donc il faut trouver un autre lanceur. Donc les Américains devraient prendre le relais, et surtout la Russie atterrissait le rover sur Mars. Et donc pour ça, il faut redévelopper toute une technologie. Les fenêtres de lancement pour partir sur Mars, c'est uniquement tous les 2 ans, et encore il y en a qui sont plus favorables que d'autres en fonction des tempêtes globales de poussière qui se trouvent sur Mars, etc. Et donc entre le développement technologique et les différentes fenêtres de lancement, ExoMars est prévu pour 2028 au plus tôt, en considérant que les Américains vont nous aider à collaborer pour développer les technologies d'atterrir sur Mars avec ExoMars. Et ça va vous donner du boulot, ExoMars, j'imagine, hein, Caroline Fraissinet. Et vous tous. Peut-être voir s'il y a des questions, parce que c'est passionnant. Je vois une question là. Vous allez avoir un micro juste devant. Monsieur. Où en est-on de la controverse du méthane ? Alors, je commence. Vas-y. Je commence. Oui, alors, vas-y. le méthane, c'est un gaz très simple, un CH4. En soi, il devrait pas être super intéressant, sauf que pour le produit, il a 2 choses qui sont intéressantes quand même. Il a une très courte durée de vie. C'est-à-dire que quand vous le voyez, il vient d'être produit, plus ou moins. Il n'est pas très loin d'être produit. Ça, c'est la première chose que tu me contrôles. Hein. La deuxième, c'est que sur Terre, il est lié à énormément de processus du vivant, de la décomposition, en particulier la matière organique. Même si on connaît des façons abiotiques de faire du méthane. Donc tout le monde a dit, est-ce qu'on pourrait pas chercher du méthane sur Mars comme un traceur du vivant ? C'est pas une idée idiote. Donc on a cherché le méthane. Comment ? Notamment en profondeur. Oui, notamment en profondeur. Et donc, on a cherché du méthane, on a construit un instrument qui est assez bien pour ça. C'est justement un instrument qui s'appelle TLS et fait partie de votre suite SAM. C'est Chris Webster qui l'a fait quasiment tout seul, étonnant. Une cellule où on fait des allers-retours, enfin des choses, un petit laser fait des allers-retours. Et donc, il a trouvé du méthane. Alors, on n'a pas trouvé beaucoup. L'unité de compte, c'est du ppb, part per billion. On n'est même pas ppm, part par million. Hein. Et si... Et il vous en faudrait 10 000 pour faire 1%, pas 3 millions. Et donc, et ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Et en plus, on le voit qu'il varie.
Donc ça a interpellé tout le monde, on voit des mauvaises saisons d'année. Donc, pour l'instant, c'est pas une controverse, c'est un problème non résolu. Les orbiteurs, à une époque, ils en ont vu, depuis ils en voient plus. On va dire, la controverse, c'est peut-être ça, la mesure est très difficile tellement la valeur est faible. Si je ne me trompe, Caroline, la valeur est quasiment aussi faible que les intrants naturels. C'est-à-dire qu'une comète qui viendrait apporter, ou une météorite, elle apporterait cette quantité. Donc c'est pas bon, hein. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, probablement endogènes, c'est plutôt exogène. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est pas tant la quantité que la variabilité avec la saison. Là, ça fait Curiosity, ça fait quand même une saison sur Mars, c'est 2 ans. Ça fait 12 ans, donc on en est à 6 années complètes. Et donc on voit un pattern que je trouve qui est pas terrible. Ça se reproduit pas beaucoup, hein. Alors, on a pas mal d'explications. Au début, la peur de tout le monde, c'est que c'est nous qui générions le CH4. C'est-à-dire qu'il y a une colle dans un coin qui dégage et qui dégage un peu de CH4. Ça fait peur à tout le monde. On a l'impression que c'est pas ça. Je pense qu'on a essayé de clarifier. Là, maintenant, l'hypothèse, ça serait que quand on roule, on craque le sol, certains endroits qui contiennent des clatrates, qui contiennent un peu de CH4. Voilà, c'est pour vous dire que ça fait partie de cette bonne science, mais qui n'a pas une réponse blanc ou noir, on ne sait pas bien. Alors, c'est pas une controverse, c'est-à-dire c'est un problème scientifique qui n'est pas encore résolu. On l'a abordé dans depuis l'espace, depuis le sol, enfin partout, ça converge pas bien. Caroline Oui, non, mais c'est complètement ça. Alors, controverse dans le sens où les équipes au sol trouvent des très faibles quantités de méthane. Les équipes en orbite, qui sont d'autres équipes, sont d'autres scientifiques, d'autres personnes, n'en trouvent pas en dessous de leur seuil de détection, qui est plus sensible que les détections au sol, et donc il suffit de réconcilier, c'est un peu toute la controverse justement, ou le challenge scientifique, c'est de réconcilier la non-détection depuis l'orbite avec la détection depuis la surface, de trouver des mécanismes qui font que ce méthane reste au sol et puis se réabsorbe dans le sol, et ne se mélange pas à l'atmosphère, parce que si il était dégazé en permanence et se mélangeait à l'atmosphère, il serait détectable depuis l'orbite. Mais depuis l'orbite, on ne détecte pas jusqu'au sol. Donc, si ce sont des phénomènes qui restent au sol, ça peut être expliqué. Mais si c'est que le cracking du rover, ça peut expliquer qu'on le voit pas depuis l'orbite, parce que ça fait pas beaucoup de. C'est ça. Il y a un papier qui vient de sortir cette semaine ou la semaine dernière de Alexander Pavlov, ou ça doit être cette semaine. Pour expliquer qu'il pourrait y avoir des poches de méthane qui sont coincées sous la surface de Mars, et que le rover, en passant, il craque ses poches et il relargue des poches de méthane. Ça pourrait être une explication sur pourquoi on en trouve dans le cratère Gale dans lequel on est avec Curiosity, pourquoi on n'en trouve pas d'orbite. C'est pas un dégazage total, c'est un dégazage qui va être lié à une activité physique. Donc voilà, il y a plein d'hypothèses. Et donc c'est un très très bon challenge scientifique, et qui fait qu'il y a plein d'études, puisque il y a un intérêt pour tout ce qui est biologie, avec comme tu l'as bien dit, Sylvestre, le fait que sur Terre le méthane est uniquement d'origine, quasiment uniquement d'origine. Mais au début, la problématique du méthane, c'était de dire si on en trouvait plein, on pourrait prouver qu'il y a des petites bactéries sous Terre sur Mars. Là, la réponse, je crois qu'elle est claire, il n'y a pas. On n'est pas sur une problématique vie avec le méthane aujourd'hui. On est sur une problématique détection ou non détection. Donc on est à l'étape d'avant de la problématique vie. On a reculé encore. Mais c'est vrai que c'est les vaches sur Terre et plein de choses comme ça qui font du méthane. On espérait en voir beaucoup. C'est un peu la déception quand même, cette histoire de méthane. À chaque fois, je trouve qu'on a essayé de trouver un traceur un peu particulier. On trouve pas. On l'a un peu perdu. Et souvent d'ailleurs, à chaque fois qu'on a essayé de deviner quelque chose, Mars a plus d'imagination que nous, la nature en général. Donc là, le méthane, c'est un bon exemple, encore un coup d'humilité pour les scientifiques. Ce gaz. Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-haut, peut-être, oui. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que les échecs potentiels dans les missions vers Mars pourraient renforcer les doutes de ceux qui remettent en question les réalisations précédentes dans l'exploration spatiale, comme les missions lunaires et beaucoup plus les platistes? Voilà, merci. J'ai un peu répondu rapidement à cette question avec les échantillons lunaires qui ont été analysés dans le monde entier par je sais pas, peut-être 80 pays différents. Et si quelqu'un avait pu affirmer que ces échantillons étaient des fakes,
il l'aurait dit et tout le monde aurait dit ouais, c'est pas lunaire, c'est terrestre. Mais il y a des preuves scientifiques que ces morceaux de cailloux viennent de la Lune. Un exemple, vous avez ce qu'on appelle le vent solaire qui est émis par le Soleil. Ça crée dans les tout petits grains qu'on appelle le régolithe de la Lune. Il s'implante sur 500 angstroms d'épaisseur. Quand vous prenez les tout petits grains qui sont plus petits qu'un grain de sable, qui font typiquement 100 microns, vous les regardez au microscope électronique, vous allez voir ce qu'on appelle une petite peau, qu'on appelle une peau amorphe, de 500 angstroms d'épaisseur, et c'est la peau fabriquée par les ions du vent solaire qui ont irradié les petits grains. Ça, ce que je vous dis là, ça fait 30 ans que c'est connu, mais vous n'avez pas ça sur les petits grains que vous trouverez sur Terre. Donc c'est pas du fake. Et donc pour compléter et pour répondre aussi directement à la question, oui, les avancées scientifiques donnent de plus en plus d'arguments contre les complotistes, et typiquement les analyses d'échantillons lunaires ou des photos qui ont été prises d'orbite donc il y a des traces qui restent sur la Lune des activités humaines qui s'y sont passées, qui ont été prises par des Russes, notamment des équipes russes. Pour les analyses d'échantillons, j'imagine également, je ne sais pas qui a fait des analyses, mais des équipes russes ont également fait des analyses sur des échantillons américains. Vous imaginez bien que s'ils avaient trouvé qu'il y avait un doute possible sur la provenance lunaire des échantillons américains, on en aurait entendu parler. Donc oui, la science montre des faits qui ne peuvent pas être contredits. Ceci dit, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout rejeter. Comment ça s'appelle déjà la science qui consiste à voir une représentation d'une porte, d'une machin, d'une grenouille? Paréologie. Quelque chose. Ouais, c'est l'art dans un paysage de voir ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, les gens voient sur Mars des habitations, des pyramides, des portes. Des portes. Des portes. Moi, je trouve ça super. Des araignées, récemment. Moi, je pense qu'ils ont raison. Déjà, ça fait parler de nous. Donc, moi, je suis toujours content quand on parle de Mars. Et puis l'imaginaire. Puis voilà. Et soit on revient un peu au début de la conversation, que chacun trouve midi à sa porte. Ouais, c'est le cas de le dire. Et pourquoi pas? C'est-à-dire que les trucs un peu, nous c'est farfelu. Certains y croient, alors c'est un acte de foi, c'est pas un acte de science, mais ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Je peux pas leur en vouloir. Ils croient bien en astrologie, donc moi ça me gêne pas. C'est de la foi, c'est pas de la science. Mais je vous invite à regarder sur YouTube probablement, enfin sur Internet, un documentaire qui a été fait par un Français. Où on voit Donald Rumsfeld qui est interviewé, où on voit l'ancien PDG de la CIA. Son nom m'échappe, c'est le cas de la Lune, ça s'appelle, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est un documentaire. Moi, je l'ai vu par hasard à la télévision. J'allume, je tombe là-dessus. Je suis tombé de ma chaise. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'histoire, c'était, on fabrique des fausses images de la Lune, et c'est Stanley Kubrick qui est impliqué, puisqu'il est très proche de la NASA avec son film. Et pourquoi? Parce que l'argument, c'est au cas où les caméras sont en panne. Il faut montrer des images, donc on fabrique des fausses images sur un site près de Londres, et les images sont prises. Stanley Kubrick s'implique dedans, et le caméraman meurt dans un accident vraiment bizarre. L'acteur qui joue Armstrong sur la Lune tombe de son balcon et meurt également. Et puis il y en a un qui disparaît, on ne sait pas où il est. Alors les gens du documentaire le retrouvent en Amérique centrale en expliquant moi j'ai très peur pour ma vie. On me dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et moi, j'étais sidéré, parce qu'il y avait Donald Rumsfeld qui était dans le documentaire, et un ex de la CIA de l'époque. Directeur de NASA. Et il faut retrouver le titre. Et à la fin, vous avez le générique de fin. Et il faut aller jusqu'au générique de fin, parce que dans le générique de fin, vous apercevez que toute cette histoire est totalement fausse. Tu t'en doutais pas, Francis? Comment? Tu t'en doutais pas? Non, mais c'est sidérant, quoi. Et c'est très bien fait, parce que moi-même, j'ai été piégé. Pourtant, je connais un peu le sujet, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, ça surfe sur le complotisme. C'est pas exactement du complotisme, puisque ça ne dit pas que ça n'a pas eu lieu, mais c'est fabriquer des fausses images au cas où la caméra est en panne. Moi, je trouve que les complotistes, ils apportent un peu de poésie à notre machin. Et je pousse pas, faut pas que ça les mette en danger eux-mêmes.
Mais bon, si ça les amuse de dire que le drapeau sur la Lune, il est tombé ou il tient droit, je sais plus comment, il y a tous les trucs. En tout cas, Francis l'a dit, pour y revenir. Malheureusement, on a des cailloux dans notre laboratoire. On n'arriverait pas à les synthétiser de façon naturelle, tellement ils sont secs, tellement ils sont irradiés par le soleil, etc. Ils viennent bien de la Lune, pour ce sont bien des cailloux. Je crois qu'il y a encore une question. Ah, là aussi. Bonsoir, Samy. Astronome et médiateur, entre autres chez Planète Science, et puis un peu aussi d'astrophysique stellaire. Juste un mot par rapport à l'histoire de la Lune. Il y a à Calerne, donc c'est l'observatoire qui est au-dessus de Nice, pas très loin. Il y a un laser pulsé à haute énergie qui permet de mesurer la distance de la Terre à la Lune, pour ceux qui en douteraient. Et donc il y a un réflecteur sur la Lune qui sert de référence. Donc s'il n'y aurait pas ce réflecteur, le laser il servirait pas à grand chose. Ça marche. Première expérience scientifique française sur la Lune. Absolument. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais la citer. Même si on conteste le fait que ça soit une expérience scientifique. Oui. Encore ce matin, on me l'a rappelé. Ouais, parce que c'est juste un réflecteur passif. Oui, mais en même temps, ce que ça mesure, c'est qu'on voit qu'il y a un glissement qui est léger. Je crois que c'est 2 cm. 3 cm et demi. Ouais. 3 cm et demi tous les ans, c'est ça? Alors, mais c'est super intéressant. Oui, mais c'est 50 ans qu'on tire sur la Lune. Ouais, voilà. Exactement. Alors, et il y a plein de recherches techniques qui ont été mises au point dans le domaine des lasers. Moi, j'ai eu l'occasion de faire l'école supérieure d'optique quand j'étais tout jeune. Et c'est vraiment hyper intéressant pour les applications. Il y a des retombées dans le domaine médical. Enfin, voilà. Donc, la science aussi, pour dire ça, elle ne répond pas à tout, mais elle apporte aussi des solutions et des choses, et le spatial en général. Enfin, je parle du civil. Je suis très engagé dans le civil, moins pas du tout dans l'autre domaine. Bref, je voulais juste interpeller sur cette notion du voyage humain. Au-delà de la poésie ou de cette universalité d'aller explorer comme on a, et encore aujourd'hui on explore les pôles, etc. J'ai pas assisté malheureusement à la conférence, mais j'irai voir si elle existe Absolument, elle existe. En numérique. Est-ce que aujourd'hui, de toute façon, sans que ce soit un argument, mais il y a une réalité, c'est que la dimension, vous l'avez cité tout à l'heure, psychologique, mais aussi technique, et de ce qui est nécessaire pour la survie de l'humain dans l'espace, aller jusqu'à Mars déjà et en revenir, c'est plus qu'un défi. Et y séjourner, c'est quasi impossible, puisqu'il faudrait un véhicule. Et est-ce que du coup, même s'il y aurait ce pont intermédiaire sur la Lune, aussi bien en habitat lunaire que en base orbitale, est-ce que c'est réaliste de le faire dans le siècle? Et quel intérêt à la fois humain, parce qu'il y a une dimension en éthologie, par exemple, en gestion du comportement. Moi, j'avais une collègue qui travaille toujours au CNES, d'ailleurs, qui travaille sur ces sujets-là à Toulouse. Enfin, à quoi ça peut répondre au-delà de l'envie d'explorer, et est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus humble et, comme vous le disiez tout à l'heure, s'occuper d'abord de nos enjeux fondamentaux, même si l'espace peut éclairer. Attendez, on ne part pas de la surface de la Lune pour aller sur Mars. Personne ne fera ça. C'est débile. Ce qui peut être intéressant, c'est de décoller de l'orbite basse terrestre avec ce gros engin de 300 tonnes, d'arriver en orbite lunaire, de faire le plein d'eau, voire d'ergol, et de là, de partir vers Mars en ayant fait le plein. Ça a du sens. Je dis pas que ça se fera, parce que personne ne sait si on pourra exploiter l'eau au pôle sud, etc., etc. Voilà. Après, vous dites que vous doutez de la possibilité de se poser sur Mars. Moi, je vous ai expliqué que le schéma minimaliste NASA montre que on pose trois objets, et puis la durée de la mission au total, oui, fait 600, 700, 800 jours, avec un séjour d'1 mois sur Mars. Oui, c'est sur cette durée longue que c'est psychologiquement difficile. Mais là... Physiquement également beaucoup. Oui. Ah, oui. Entre autres, pour les problèmes de microgravité, même si je crois que c'est justement le CNES qui a développé un système de microcentrifugeuses. Non. D'abord, il y a les séjours d'1 an dans l'ISS. Alors, il y a des effets. L'absence de gravité crée des effets problématiques. Donc, il faut qu'il fasse de la gym tout le temps. C'est vrai que cette image dont on a parlé d'Apollo 11 à 3h du matin, où il sort, il fait son petit pas pour l'homme. Quand ils vont se poser sur Mars, ils vont pas ouvrir la porte tout de suite. Il va se passer un jour ou deux où ils resteront à l'intérieur parce qu'ils pourront pas se lever. C'est exactement comme Pesquet qui peut même pas tenir son téléphone pour téléphoner à Macron parce que son bras est trop lourd.
Et donc, ils auront des problèmes d'acclimatation, mais en 48 heures, ils vont se réacclimater à la gravité terrestre, à la gravité martienne, et puis ensuite, ils vont mettre le scaphandre et ils vont sortir. C'est pas des showstoppers, comme on dit en anglais. C'est pas ça qui va empêcher la mission. Les radiations non plus. Ils seront malades 20 ans après, ils vont prendre une sacrée dose, mais ils vont pas mourir pendant le voyage. Donc, Sylvestre, je crois, il y avait une question là-haut aussi. Je peux revenir sur votre histoire de laser-lune, parce qu'en fait, on parle beaucoup de Mars, et vous savez que c'est un peu Mars continu, c'est un peu le temps de la Lune, vous allez voir qu'on décolle. Francis a fait une très bonne conférence de presse ce matin pour rappeler qu'on décolle le 3 mai pour la Lune dans le cadre d'une collaboration. Les Français sont associés aux Chinois. On pourrait revenir longtemps sur les Chinois et c'est très bien de le dire. Les Américains ont besoin. Alors, Caroline dit beaucoup, c'est Carolina, dit beaucoup de collaboration. Mais la collaboration ne tient que s'il y a un petit zeste de compétition. Déjà parce que les scientifiques, on a des égos gros comme ça. C'est un peu notre truc. Et puis parce que si dans une exploration de sciences fondamentales, si vous n'avez pas de compétition, il n'y a plus de planning. Donc les Américains ont très vite compris ça. Les Américains, je voudrais rebondir là-dessus pour dire, les Américains ont créé un ennemi. Nous, quand on va en Chine, on discute avec eux, ils s'en foutent. Les Chinois, ils disent, ouais, les Américains, de toute façon, ils ont tout fait. Donc on va pas être les premiers sur la Lune, c'est mort. On va faire le chemin de notre façon. Par contre, les Américains, eux, ils disent, ah ben non, ils y vont, la Lune, c'est à nous, donc on y va, etc. Ça, c'est la première chose. Mais je voulais rebondir très rapidement, si je peux me permettre, encore une fois, sur le laser Lune, parce que j'adore ce laser Lune. C'est un truc c'est une grande fierté française, on ne le dit pas assez. Donc, on tire un laser, le laser fait les 380 000 kilomètres, il revient. Et on fait une différence entre temps de départ et temps d'arrivée. On récupère 4-5 photons, hein, c'est à peu près ça. Il n'y a pas grand-chose, parce qu'on tire beaucoup de photons. Et on a sur R4. Alors, le réflecteur s'appelle un coin de cube, c'est-à-dire que vous rentrez, vous sortez dans la même direction. C'est assez malin. Mais il n'y a plus beaucoup de photons qui reviennent, et on fait une différence entre les deux. On dit la distance. Il suffit de connaître la vitesse de la lumière, ça marche bien, mais il y a plein de trucs à corriger. Et la Lune recule de 3,5 cm. Et c'est ça qui est fabuleux dans cette histoire. C'est qu'en fait, vous savez, vous avez la Terre et la Lune qui tournent autour. Et puis la Lune, alors elle est synchronisée, elle tourne aussi vite sur elle-même que autour de la Terre, donc en 28 jours. Donc elle nous montre toujours la même face. Faites un dessin avec vos enfants, ça marche. Mais elle crée les marées et ce système dissipe de l'énergie. Donc faut bien prendre l'énergie quelque part. C'est un système double, Terre-Lune. Donc on prend l'énergie, en particulier à la distance de la Terre à la Lune. Donc la Lune recule. Et accessoirement, d'ailleurs, la Terre ralentit. Et pour information, dans 200 millions d'années, la journée durera 25 heures. Ah bah merci. Donc, mais voilà. Et tout ça, on le mesure grâce à tous ces gens qui, depuis le plateau de Calerne, font des super mesures. Merci pour cette précision. Dernière question, parce que vraiment, voilà. Bonjour. Donc, je voulais savoir, vous étiez en train de parler de la rigolite, vous parlez d'une roche, mais je voulais savoir quelle roche. C'est une roche calcaire ou une roche plutôt calcite? Francis, tu veux Alors, la rigolite, on va se terminer. Vous parlez des échantillons martiens, hein, c'est ça que vous parlez? De la roche rigolite. Alors, rigolite, c'est un état de la roche. La rigolite, c'est un état de la roche. Ce qu'on va rapporter de Mars, c'est ce qu'on cherche le plus, on va dire, c'est de rapporter des roches sédimentaires, c'est-à-dire, comme l'a dit Sylvestre, des roches volcaniques qui ont été altérées par l'eau pendant 1, 10, 100 millions d'années, et dans lequel on va fabriquer de la boue. Cette boue, ça peut être des argiles, avec lesquelles on fait de la poterie, ou des sulfates avec lesquels on fait du plâtre pour les bâtiments, et notamment des sulfates hydratés. Et donc c'est ça qu'on veut. D'ailleurs, les argiles sont souvent en feuillets, et les feuillets sont bien connus pour piéger de la matière organique à l'intérieur, et c'est cette matière organique qui nous intéresse. Oui. Donc c'est ce type de roche en priorité qu'on va vouloir apporter. Mais bon, après, on va aussi ramener de l'atmosphère, on va aussi ramener du régolithe, c'est-à-dire cette poussière qui traîne sur Mars, etc. Voilà. Le régolithe, c'est la partie concassée. C'est le grain. Ce qu'on appelle régolithe, nous, c'est la roche, c'est le grain. Alors sur Mars, c'est soit un grain grossier qui est plutôt local, soit un grain très très fin, et il y a des très belles tempêtes de poussière qui est balayée, ce qui fait des tempêtes à grande échelle. Donc la partie régolithe, c'est souvent quand on est dans un terrain, nous on roule, hier soir on roulait, on arrivait, on avait une vue d'un terrain, on dit ça c'est la roche mère. On roulait, persévérance. Hein, ouais, mais nous on est un peu aux commandes tous les jours. Oui, c'est ça.
finalement, on a l'impression d'y être, pour être très honnête. On dit, ça, c'est plutôt la roche-mat, ça, c'est du régolithe. Le régolithe, c'est un peu du tout venant, c'est un gros mélange. Il est intéressant, on fait pas mal d'études dessus. On préfère quand même la roche en place et qui a toute cette histoire dont Francis a parlé, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci, vraiment, c'est passionnant. On continuerait des heures et des heures. On va vous faire revenir, je pense. En tout cas, merci de nous avoir un peu distillé de cet esprit martien collaboratif. J'ai bien compris. J'ai bien compris aussi que nous n'avons qu'une seule terre, et que c'est ça le plus important. Je vous renvoie à aller sur mes émissions tout de même autour de la question sur RFI. J'ai eu la chance de tous vous recevoir et c'est toujours aussi passionnant. Et vous revenez quand vous voulez d'ailleurs. Je vous renvoie aussi sur l'ouvrage Dernière Nouvelle de mars de Francis Rocard. Merci beaucoup, paru chez Flammarion. Tiens donc, c'est normal. Merci beaucoup Sylvestre, merci Caroline, merci Francis. Et je vous rappelle évidemment que ce débat, comme les autres de ce cycle, sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la BNF. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain et dernière conférence de l'année, les exoplanètes vers l'infini et au-delà. On ira encore plus loin. C'est le 16 mai prochain, dans d'autres systèmes solaires que le nôtre, c'est ça. Portez-vous bien sur Terre, je l'ai dit, on n'en a qu'une. Merci cher public et bonne soirée à tout le monde. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.